Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les chaînes parlementaires, LCPAN et Public Sénat, en compagnie de Roland Quérol. Bienvenue Roland. Bonjour. Cet après-midi, direction La Baule où se déroule le campus du Grand Ouest, c'est comme ça qu'il est intitulé, Roland, organisé par les jeunes de l'UMP du côté de la Loire-Atlantique. Ce campus dont vous pouvez voir quelques images en direct à l'instant même, c'est Valérie Pécresse qui est à la tribune. Nous allons donc commenter une partie de ce campus qui continue aujourd'hui. Il a commencé hier, on y reviendra d'ailleurs dans un instant. Germain Andrieux et Rim Benhamer, nos reporters étaient justement sur place dès hier en tout début d'après-midi pour le début de ce campus avec un premier temps fort, c'était l'intervention d'Alain Juppé. On regarde leur sujet et puis on se retrouve juste après, Roland Quérol. Marine Le Pen en tête du premier tour de l'élection présidentielle est largement battue au second par le candidat de l'UMP. Selon le sondage du Figaro, c'est Alain Juppé qui l'emporterait le plus largement avec 66% des voix au second tour. Mais le candidat à la primaire de l'UMP reste prudent et met en garde face à la division. Je ne peux pas me résigner à cette espèce de supercherie. On voit bien que cette percée, elle résulte à la fois de l'effondrement des socialistes d'un côté et d'un relatif effacement de la droite de l'autre. Si nous allons au premier tour de l'élection présidentielle divisé, le pire est possible. Et donc, plus que jamais, je pense que l'organisation de primaires largement ouverte à la droite et au centre, qui correspond d'ailleurs à une attente de nos concitoyens, qui correspond à nos engagements statutaires et qui correspond aussi à une logique politique, cette organisation est essentielle. Avant les primaires pour 2017, la première urgence, c'est la présidence de l'UMP. Pour le moment, il n'y a que deux candidats, Hervé Mariton et Bruno Le Maire. Nicolas Sarkozy attend le dernier moment, mais il devra trancher avant le 30 septembre. C'est un choix important parce que c'est un choix qui entraîne bien évidemment. En général, quand vous êtes président à la tête d'un parti, dans la foulée, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais attention, président ou non de l'UMP, les cadres du parti refusent de changer les règles. Pour 2017, tous les candidats devront passer par la case primaire. Ça ne change pas l'objectif. Reconstruire l'UMP, continuer à travailler sur le fond, sur ce que nous voulons proposer, et puis préparer la primaire. Moi, je n'ai jamais vu Nicolas Sarkozy avoir peur de la concurrence. S'il veut revenir dans la vie politique et qu'il porte un message pour l'avenir de la France, il l'ira bien sûr à cette primaire. Une primaire peut être élargie à droite et au centre. François Fillon, Xavier Bertrand ou Alain Juppé sont déjà engagés. Elle pourrait être programmée au printemps 2016. Voilà pour ce qui s'est passé jusqu'à maintenant à ce campus UMP organisé du côté de La Baule, campus qui a donc commencé hier, qui va s'achever dans l'après-midi avec un premier temps fort, le discours d'Alain Juppé, on l'a dit Roland, et nous vous enverrons un très large extrait. Nous verrons d'ailleurs ce discours plus tard dans cette retransmission. Le grand rendez-vous de ce dimanche, ça sera le discours de François Fillon, que nous allons vous faire vivre en direct, ça sera d'ici une trentaine de minutes. Alors on l'a vu Roland dans ce sujet de Germain Andrieux et Rim Benhamer. Il a été beaucoup question d'un sondage publié dans le Figaro vendredi, sondage IFOP, qui donnait dans tous les cas de figure Marine Le Pen en première position. Voilà ce qui explique ce qu'a déclaré Alain Juppé hier à La Baule. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois le sondage donnait Marine Le Pen en tête, et puis il l'a donné nettement perdant face à tout candidat de droite, et notamment face à lui, Alain Juppé, qui faisait les 2/3 des Français au second tour. En revanche, c'était une hypothèse absurde, puisque le sondage venait de mesurer que la gauche ne serait pas au second tour. Si c'était contre Hollande, elle pouvait passer. Il est évident que c'est des sondages comme ça. Alors, il a eu des mots un peu durs sur ça, Alain Juppé, mais c'est vrai que c'est un sondage hors conjoncture. Hein. Qu'est-ce qui pourrait se passer en 2017? Il y aura de l'eau qui aura passé sous les ponts, surtout quand on fait un deuxième tour hypothétique entre des gens dont on sait que l'un des deux ne sera pas, d'après le sondage lui-même. Bon, tout ça est un peu... Néanmoins, Roland, les sondages
se succèdent et se confirment les uns après les autres, il y aurait tout de même ce risque de voir Marine Le Pen arriver en tête au premier tour face aux grandes formations républicaines. On le sait bien, c'est pas une nouveauté. Les résultats enregistrés par ce parti dans les sondages et dans les urnes ces derniers mois montrent bien qu'il a affirmé sa position. Et on sait bien en plus que la meilleure élection pour le Front National, c'est l'élection présidentielle. Les voix comptent partout dans le moindre village, il y a un seul candidat et le candidat en plus c'est le chef du parti et elle est personnalisée et on la voit toute l'année sur les médias. C'est évidemment sa meilleure élection, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'elle va s'affaisser d'un seul coup, les mêmes causes produiront les mêmes effets. D'où l'intérêt, dit Alain Juppé, de faire des primaires au sein de l'UMP, peut-être même au sein de la droite parlementaire, pour être sûr de participer à ce second tour des présidentielles de 2017. Exactement, on voit bien où est le match là, hein. C'est primaire ou pas primaire ouverte, et ouverte ça veut dire ouverte aussi évidemment aux électeurs du centre, on ne va pas aller vérifier qui est quoi dans une primaire ouverte, ça veut dire donc, attention Nicolas Sarkozy, si tu veux être candidat, tu es obligé de faire comme les autres petits camarades et venir accepter les primaires. Et puis ça pose la deuxième question sur laquelle Juppé a aussi insisté, qu'on verra tout à l'heure, c'est quelle stratégie pour mieux contrer le Front National et mieux le battre? On voit bien qu'il y a deux stratégies au sein de l'UMP, on va l'entendre là pendant ce campus. Il y en a qui pensent que, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy à la dernière élection présidentielle, il ne faut pas hésiter à emprunter une thématique du Front National et à aller à droite plutôt toute. Et d'autres qui pensent, comme Alain Juppé, que c'est le contraire, qu'il faut rassembler la droite et le centre, les modérés, et que c'est ça, le milieu de l'omelette autour de laquelle on peut gagner l'ensemble, la majorité des Français. L'inconvénient, c'est que certains pensent que la tactique de premier tour, ou aujourd'hui devant les militants, c'est plutôt droitier, et que la bonne tactique de second tour, c'est l'ouverture et le rassemblement. Ça, c'est un peu difficile à concilier. Donc je vous rappelle que nous sommes en direct pour vivre d'ici une trentaine de minutes le discours de François Fillon qui va clôturer cette matinée du côté du campus UMP de La Baule. Et puis juste après ce discours, on revivra le discours prononcé cette fois par Alain Juppé. C'était hier en fin d'après-midi à La Baule. La primaire UMP, c'est au centre de toutes les discussions. C'était vrai déjà il y a une semaine au Touquet, où cette fois c'était les jeunes du Nord-Pas-de-Calais qui organisaient leur campus. C'est vraiment la question qui taraude aujourd'hui les grandes personnalités de l'UMP qui se sont déjà déclarées, mais aussi les militants. Hein. Bien sûr, bien sûr. Les primaires ouvertes ont été adoptées par l'UMP en Conseil national à une quasi-unanimité, à 98%. L'UMP a commencé à mettre en place la scénarisation même de ces primaires, a désigné une haute autorité pour contrôler ce que seront ces primaires. Primaires qui auront lieu en 2016. Qui auront lieu en 2016, absolument, absolument. Il y a peut-être un désaccord sur le moment de 2016, mais normalement c'est en 2016 pour laisser ensuite le temps aux candidats de faire une véritable campagne présidentielle. Alors, il y a enthousiasme, mais il y a la question, qu'en penserait Nicolas Sarkozy s'il voulait être candidat? Et Nicolas Sarkozy s'est laissé aller à quelques confidences ici ou là, disant que lui, étant ancien président, il n'avait pas à passer par la case primaire, comme on dit, que voilà, il allait de soi qu'il pourrait être candidat. Les autres lui dénient cette espèce de droit, de primauté qu'il s'accorde. On vient de le voir avec Alain Juppé, et on l'entendra chez les autres. Eux, ils ont tous intérêt à se dire, il n'y a pas de candidat préétabli, sans quoi je suis fichu, ma candidature n'existe plus. Donc cette histoire de la primaire, alors on commence à entendre aussi des sarkozystes, on a vu dans le reportage, qui disent, mais après tout, Sarkozy, pourquoi il ne se présenterait pas à une primaire? S'il y a une évolution dans ce sens, ça sera quelque chose d'intéressant et de spectaculaire. Hein, un match en primaire, Sarkozy, Fillon, Juppé, et puis qui sait, un centriste. Voilà. Tout ça donnerait sans doute un peu d'élan à la préparation des primaires. Mais en même temps, voilà, est-ce que Sarkozy est capable d'accepter cette
humilité d'être mis sur le même plan que d'autres candidats, alors qu'ils ne sont pas anciens présidents de la République. C'est à la fois un enjeu tactique, politique et personnalisé. L'ombre de Nicolas Sarkozy, de l'ancien chef de l'État, plane sur la Baule. Elle planait aussi cette ombre sur le campus du Touquet de la semaine dernière à l'UMP. Une rumeur folle disait que l'ancien chef de l'État pourrait aller à Nice cette fois pour un campus des jeunes organisé chez Monsieur Estrosi, qui est un proche de Nicolas Sarkozy. Selon vous, cette rumeur d'ailleurs n'est pas confirmée. Si l'ancien chef de l'État allait à ce campus niçois, vous pourrez le vivre sur notre antenne, mais pour l'heure, il n'est pas du tout confirmé que Nicolas Sarkozy ira bel et bien à ce campus. Le bon timing pour Nicolas Sarkozy, pour revenir d'abord, rentrer peut-être dans le jeu de la quête de la présidence de l'UMP, puisque c'est la première étape, revenir sur la scène politique, ça serait lequel, ce bon timing, avec tout ce qu'on connaît déjà, hein, cette conférence de presse du chef de l'État du 18, le gouvernement qui engage sa confiance le 16 septembre. Comment Nicolas Sarkozy pourrait se déclarer? Faut-il qu'il se déclare pour revenir sur la scène politique d'ores et déjà, à votre avis? Il doit se déclarer avant fin septembre, c'est ce qui est prévu par l'UMP, donc il reste plus beaucoup de temps, donc l'ombre va planer comme ça sur plusieurs réunions, y compris sur celle de Nice aujourd'hui. Une autre rumeur, peut-être un peu moins folle, serait que Nicolas Sarkozy, conscient du fait qu'il va y avoir une semaine très centrée sur le pouvoir socialiste, avec, vous l'avez dit, l'engagement de responsabilité du Premier ministre le 16 et la conférence de presse de François Hollande le 18, pourrait jeter un pavé dans la mare en faisant ça exactement à cette période. Que l'actualité ne soit pas réservée aux gens du pouvoir, mais braque aussi toute une bonne partie des projecteurs sur lui. Bon, maintenant, il y a plus longtemps... C'est une manière d'entrer directement dans la bataille. D'entrer directement dans la bataille et de se positionner, lui, à nouveau, comme le vrai anti-Hollande. On verra bien, il y a plus longtemps à attendre. Alors vous l'avez dit, hein, l'échéance c'est le 30 septembre, c'est ce que prévoient les statuts de l'UMP pour se présenter cette fois à la présidence de l'UMP. Et pour briguer cette présidence, on a déjà deux noms, Bruno Le Maire d'une part et Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. Hervé Mariton est en train de s'exprimer du côté de la Baule en direct. Je vous propose de l'écouter. Les plus jeunes surtout, et puis tout plein de nos électeurs se disent que parfois les politiques sont un peu en retard sur ce que pensent les Français, sur ce qu'osent les Français, sur ce qu'expriment les Français. Regardons les combats de ces 2 dernières années, les moments puissants où les Français se sont exprimés, ont dit ce à quoi ils tenaient. Le mouvement des pigeons, quand des milliers de Français, des dizaines de milliers de Français, des centaines de milliers de Français ont dit combien ils tenaient concrètement à la liberté d'entreprise, combien ils considéraient que l'avenir de notre pays, c'était pas de contraindre, c'était pas d'augmenter les impôts, mais c'était de permettre aux entreprises de se développer, de lever des fonds, de créer des emplois. Des grandes entreprises et des plus petites. Il y a eu les pigeons, il y a eu les poussins, des personnes qui, plutôt que de considérer que leur salut venait uniquement des aides que l'État pouvait accorder quand on vit des difficultés, avaient envie, même des personnes au RSA, de créer leur boîte, de lancer quelque chose, de devenir auto-entrepreneurs. Ce combat, il a montré, très au-delà des forces politiques, que nos concitoyens avaient de la ressource, qu'ils avaient du nerf, que même dans des grandes difficultés, confrontés à un pouvoir qui n'y comprenait rien, ils avaient envie de donner un coup de rein, de se retrousser les manches. Et puis bien sûr le beau mouvement de la Manif pour tous, quand des centaines de milliers d'entre nous, des millions même, je pense ici en particulier à Yannick Moreau, mais d'autres aussi, avons voulu dire que le pouvoir a ses limites, que la vision sectaire, totalitaire, est insupportable, et que quand certains ont une vision étriquée, renfrognée, desséchée du monde, nous, c'est une vision beaucoup plus généreuse que nous voulons porter. Alors, à cette tragédie du pouvoir, tu as cité ce sinistre bouquin, Valérie, tu aurais dû citer un autre bien mieux. Je vous le propose. Le bonheur regarde à droite. Un auteur, un type pas mal, il s'appelle Hervé Mariton. Et surtout, une autre vision de ce qu'est la politique.
Non, il est moins cher. Il est bien et pas cher, 12 €. Il y en a quelques-uns là. Vincent est prêt à organiser tout ça. Vous pouvez d'ailleurs aussi parrainer ma candidature. Regardez ce que je propose pour l'avenir de l'UMP. On est venu depuis hier et on fait les choses. Sérieusement, ce qu'on doit répondre d'ailleurs, est-ce que le message le plus sinistre à la fois du bouquin de Mme Weiler et de ce que représente François Hollande, c'est que pour certains à gauche, peut-être que ça arrive hélas parfois à droite aussi, il faut le dire. Pour certains, la politique serait un jeu. Non, la politique n'est pas un jeu. Pour vous, que vous soyez les plus jeunes ou que vous soyez plus âgés, si vous êtes engagés, si vous êtes ici, si vous donnez du temps, de la passion, de l'argent parfois aussi à l'UMP, c'est que vous avez envie de faire avancer notre pays, que vous avez envie de contribuer à son redressement. Et vous avez envie que notre pays soit dirigé, animé d'une autre manière. Nous ne nous résignons pas à un leadership parfois cynique, ce que l'on entend aujourd'hui, ce que l'on lit, et pas davantage à ce que serait un leadership explosé ou exalté. Parce que dans la vie publique, et chacun à notre manière, je crois, nous le ressentons profondément, il y faut à la fois de la passion et de la raison, de la ferveur et de la pudeur, dans nos réunions, dans nos engagements, pour se donner du courage, pour gagner des électeurs. La passion, la ferveur, c'est essentiel. Et en même temps, si cette passion n'est pas servie par une raison, par une organisation raisonnée de l'UMP, où va-t-elle? Est-ce qu'alors on honore votre passion suffisamment? Non. La ferveur, c'est celle qui nous permet de construire de grandes choses pour notre pays. Et ça passe par une grande exigence pour notre parti. Mais si elle est menée sans pudeur, on voit aujourd'hui à quel dessous cela conduit. Alors, de la passion, de la raison, de la ferveur, de la pudeur, il en faudra quand nous, militants de l'UMP, avec nos sympathisants, nous choisirons en 2016 notre candidat à l'élection présidentielle. Et ce sera ces primaires qu'il faut maintenir absolument. Hier matin à Nice, je discutais avec un militant dans une table ronde et il disait non, il ne faudra peut-être pas les faire parce que, voilà, autrement. Et je lui disais, mais attendez, si on ne respecte pas nos règles et si on ne démontre pas aux Français qu'on est capable de respecter des règles qu'on s'est données très majoritairement, ça risque d'avoir un coût, ça. Ça risque d'être compris par un certain nombre de Français comme une sorte de coup d'État intérieur. Et il me disait, ah ben, au fond, c'est vrai, vous avez raison, il n'avait pas tout compris de mon point de vue. Un coup d'État, ça serait pas mal. Eh ben non, non. Peut-être qu'à l'UMP, ça se fait de respecter les règles. Quand il y a quelques semaines, dans une réunion à nous, il y a quelques mois, un de nos collègues disait les statuts, on s'en fout, on est là pour faire de la politique. Et c'est en raisonnant comme ça qu'on se trouve dans les difficultés que parfois on traverse. Parce que faire de la politique, c'est de la passion, mais respecter les statuts, c'est aussi une raison qui peut nous conduire à la victoire. Alors, j'ai pris un engagement. J'ai choisi d'être candidat à la présidence de l'UMP et j'ai dit, j'affirme, je suis le seul des candidats affirmés ou potentiels, semble-t-il, à le dire, que président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. Parce que, tout simplement, c'est nécessaire pour que les primaires fonctionnent bien. C'est nécessaire pour que notre parti se redresse. C'est nécessaire pour que le président de la République ait demain une force d'incarnation, qu'il incarne véritablement la nation et qu'il ne vienne pas immédiatement de la case du parti. Alors, tu m'invitais, François, à revenir, ce que je ferai bien volontiers pour convaincre, car ils en ont envie, les militants de Loire-Atlantique et de toute la région, de porter ma candidature à la présidence de l'UMP. Mais je veux juste, rapidement, vous résumer les grands principes de cette candidature. Et au fond, pourquoi je suis candidat? Parce que je ne suis pas né en étant candidat à la présidence de l'UMP. J'évite en général d'être candidat à des élections qui ne se présentent pas. Et il y a 3 mois, cette élection, il y a 3 mois et demi, cette élection ne se présentait pas. Mais je crois, je vous invite de partager cette idée forte, c'est que ma candidature est claire. Elle est claire sur la vision d'un parti qui doit fonctionner, un parti qui doit respecter ses statuts, un parti qui doit envoyer ses cartes dans des délais raisonnables, un parti où les adhérents soient accueillis, où les adhérents soient respectés, honorés, un parti où les militants votent sur le projet.
Parce que sinon, on a de belles idées, et ces idées, elles restent en l'air. On finit par jamais savoir exactement ce que veut l'UMP, et les Français ne nous croient pas. Clarté sur la vision du parti, clarté sur le rôle du président, je vous l'ai dit. Président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. C'est la seule manière de bien combiner dans notre parti la passion et la raison, la ferveur et la pudeur. Sinon, vous faites exploser les choses. Clarté sur le projet. Valérie a eu des mots aimables. Depuis 2 ans, le travail sur le projet a rassemblé un certain nombre d'entre nous, pas assez. Et sûrement les militants, les fédérations n'ont pas été assez impliqués. Mais sur le fond, soyons clairs dans notre engagement pour l'entreprise. François, nous avons partagé avec Valérie et quelques autres un séminaire en novembre sur les grandes lignes, la vision économique qui pouvait être la nôtre. Pour l'essentiel, nous avons été d'accord. Certains d'entre nous, cependant, sont sortis en disant « Oh là là, est-ce qu'on ne risque pas d'aller trop loin ?» Le risque pour nous, ce n'est pas d'aller trop loin, c'est de ne pas aller assez loin. Parce que si on veut redresser l'économie de notre pays, si on veut arrêter d'être humilié par le reste de la planète, comme je l'ai été au fond, ce jour où je suis allé voir les militants de l'UMP à Londres, et devant un public nombreux, passionné par l'avenir de l'UMP, cependant aucun d'entre eux n'avait envie de revenir en France. Mais si on veut ne pas s'enfermer dans cette situation-là, il y faut des réformes économiques vigoureuses. Tu en as tracé un certain nombre, François, d'autres aussi. Les 35 heures, arrêtons. Pour entretenir le médicament, on a maintenu la maladie. La réforme du Code du travail, il y a de quoi faire, je le dis, mais c'est une réalité, ces chiffres, vous pouvez les raconter autour de vous, ils convaincront des amis, des voisins, des copains. Le Code du travail en France, 1,546 kg. En Suisse, 191 grammes. Alors je ne dis pas que le bonheur est en Suisse, absolument, mais je dis assurément, oui, que le bonheur regarde à droite le jour où on aura été capable d'avoir un code du travail qui ne soit pas quasiment 10 fois plus lourd que le code du travail suisse. Et puis, au fond, comme les pigeons, les poussins et d'autres nous l'ont rappelé, oui, nous croyons en l'entreprise, nous croyons en la liberté, nous croyons que le temps de travail devrait être négocié au sein des entreprises. Ce n'est pas à l'État, ce n'est même pas aux branches de l'imposer. C'est dans l'entreprise que ça se vit. Nous croyons que la liberté, c'est aussi de faire en sorte que le contribuable soit moins matraqué qu'il l'est aujourd'hui. Valérie l'a rappelé. Ça veut dire beaucoup de courage de notre part. Il faudra l'expliquer pour baisser les dépenses publiques, baisser alors aussi et les déficits et les impôts. Mais ce courage, nous l'aurons. Nous l'aurons d'autant que nos propositions auront été validées par les militants. Je reviens sur ce point. On a parfois un problème de crédit. C'est que les gens nous disent, vous nous racontez des choses, c'est pas mal, mais ce que vous dites, est-ce que vous le ferez? Eh bien, comment leur garantir que ce qu'on dit, on le fera? C'est en votant. C'est en disant clairement, l'UMP, elle n'hésite pas. L'UMP, on y débat, on est libre, on peut penser de bien des manières. Mais un jour, tous les militants de l'UMP, sur chaque grand enjeu sur lequel nous nous engageons, eh bien, les militants de l'UMP votent, s'expriment, ça engage l'UMP, et ça veut dire alors que nous nous présentons aux élections sur un programme qui sera réellement mis en œuvre. Tout le monde ne sera pas d'accord avec tout. Mais quand on est clair, quand on est courageux, quand on est solide, quand on est droit, les gens peuvent nous faire confiance, même quand ils ne sont pas d'accord sur absolument tout, parce qu'ils savent où on va. Ils savent qu'il n'y a pas de loup, qu'il n'y a pas de lézard, qu'on n'essaye pas de les embobiner, qu'on n'essaye pas de leur mentir. Est-ce qu'on perd les élections quand on fait ça? Non. Regardez ce que Cameron avait fait en Angleterre en 2010. Il avait présenté des mesures, certaines très courageuses, très difficiles, mais son programme était cohérent. Les Anglais savaient où ils voulaient aller. Eh bien, ils ont voté pour lui. Alors, dans le domaine de l'économie, notre programme doit être très clair, très fort, très intense. Il doit l'être aussi sur les questions de société. Quelques grands enjeux. Les amis qui m'ont amené tout à l'heure ici, on a discuté. Oui, j'assume, je prends position pour que nous passions au droit du sang. Parce que si nous ne faisons pas ce choix, qui n'a pas fait l'unanimité jusqu'à présent chez nous, mais nous devons voter là-dessus, un droit du sang qui, bien sûr, comprenne aussi que l'on peut devenir français par la naturalisation. Mais enfin, dans un pays ouvert, dans un monde ouvert, et je veux que le monde reste ouvert, si nous ne passons pas au droit du sang, en 2 générations, nous n'arrivons plus à définir ce qu'est la nationalité française. Et moi, je crois que c'est important d'avoir une identité, c'est important d'avoir des repères. L'économie active, dynamique, que je décrivais tout à l'heure, elle doit permettre à nos entreprises, à nos concitoyens,
de gagner dans la compétition du monde. C'est ce que j'appelle être conquérant, aller au vent du large. Et pour aller au vent du large, pour prendre nos chances, pour accepter aussi des risques, eh bien, il faut connaître ses ancrages, savoir d'où on vient, qui on est, où on va. Ça passe par une définition adaptée au monde d'aujourd'hui de la nationalité. Oui, le droit du sang. Ça passe par un attachement très fort aux valeurs familiales. Nous pouvons ne pas être tous d'accord sur ces enjeux. Bruno Le Maire, que je respecte, qui est un candidat de qualité à l'élection à la présidence de notre parti, s'est abstenu lors du vote de la loi du mariage pour tous. Il a le droit, je respecte son choix, et de toutes celles et tous ceux parmi nous qui ont fait ce choix. Mais ils sont très minoritaires. Et je crois que ce sera la force de notre parti, de dire clairement où il veut aller sur un enjeu fondamental de ce type aussi. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que demain, on peut convaincre nos concitoyens en 2017, si nous démontrons avant que nous hésitons sur des enjeux fondamentaux comme celui-ci, si nous leur disons oui, en 2013, on était très convaincus. Mais vous savez, en 2013, on était très convaincus, c'était très important. Mais maintenant, on est en 2016 ou en 2017 et c'est moins important, ou en tout cas, on est moins convaincus et c'est moins essentiel. Non. Pour moi, ce qui est essentiel mérite d'être porté dans la durée. Les convictions, nos convictions à l'UMP, elles ne s'abîment pas, elles ne s'érodent pas, elles ne se dégradent pas par le seul effet du temps. Si nous changeons comme ça dans ce que nous portons, ce que nous voulons porter majoritairement, comment est-ce que vous voulez que les Français nous croient? La réalité, c'est que quelle qu'ait été la qualité de l'action menée par François Fillon, par tes gouvernements, François, par ce que nous avons soutenu dans la majorité, les Français ont à notre égard un certain soupçon. Ils se disent que parfois, on a un peu vanté la marchandise, que parfois, on n'a pas tout à fait assuré la livraison de ce que nous avions promis en 2007. Alors en 2017, pour nous faire confiance, ils seront beaucoup plus exigeants. Oui, ils nous diront, est-ce que ce que vous dites, vous le ferez? Eh bien ça passe par une grande clarté, par une grande fermeté sur notre projet. Cette clarté doit s'étendre aux conditions de l'alternance, laisser le travail à faire avec chacun des militants de l'UMP, avec chaque fédération, avec chacun d'entre vous dans vos centres d'intérêt, pour que vous nous aidiez aussi, car on n'a pas la vérité révélée, à préciser comment, sur tel ou tel grand choix, sur telle ou telle grande idée, on peut le mettre en œuvre de manière opérationnelle pour faire en sorte que la livraison soit assurée et que pour une fois, oui, nous réussissions sur ce que nous demandent les Français. Alors, cette clarté, elle me paraît essentielle pour sortir le pays du drame dans lequel la gauche l'a enfoncé, pour faire face au Front National aussi. Car face au Front National, quand nos candidats, tu en as cité de brillants, Valérie, quand nos projets sont forts, clairs, fermes, assumés, alors nos concitoyens n'ont pas la tentation d'aller vers le Front National. Mais quand nous hésitons, par l'ambiguïté, par la démagogie, quand nous démontrons une vision inadaptée de la politique, parce que trop exaltée, trop explosive, quand nous hésitons à prendre des engagements que nous tiendrons vraiment, alors nos concitoyens vont voir ailleurs. La gauche a échoué. Si nous ne sommes pas assez forts pour les convaincre, vous voyez bien où cet ailleurs peut se situer. Et l'autre jour, dans une réunion, parcourant la France, une militante me dit « S'il vous plaît, faites en sorte qu'un jour, je ne sois pas obligé de voter Front National. » L'élection de 2017 n'est pas jouée d'avance. Le deuxième tour de 2017 ne dit pas que nous sommes certains d'avoir notre place autour de la table. Tout peut arriver. Les socialistes n'auront aucun état d'âme pour dire à M. Hollande de rester chez lui. Ils vont faire assaut de communication, de démagogie, et allez savoir, ils peuvent peut-être même parfois avoir un peu de chance, l'évolution de la conjoncture. Le Front National est puissant. Nous, on n'a pas le droit de se diviser. On a pour ça une méthode, les primaires. Nous, on n'a pas le droit d'hésiter dans nos idées. On n'a pas le droit de tromper nos électeurs. Ça s'appelle un projet. Ça s'appelle la clarté. Alors pourquoi est-ce que ma candidature est utile? Pourquoi est-ce que vous allez la parrainer et la soutenir? C'est parce que je porte cela, la clarté dans notre organisation,
la clarté dans notre projet, l'ambition d'être utile au parti. Alors, l'autre jour, je suis allé voir une personnalité éminente de notre mouvement qui m'a dit « Mais si tu es candidat simplement à la présidence de l'UMP, c'est que tu ne te sens pas la force d'être candidat aux primaires. » C'était intéressant comme propos. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être candidat à tout en même temps? Je le dis, il y a un job à assurer qui me paraît extrêmement important pour la victoire de nos idées, pour le redressement de notre parti, pour l'avenir de notre pays. Peut-être que c'est pas mal d'être candidat à ce job et d'être candidat à ce job seulement. Pourquoi est-ce que vous voulez tout mélanger? Pour prendre tous les risques? Pour faire que la perspective aujourd'hui de gagner les présidentielles en 2017 soit abîmée parce que nous aurions provoqué nos militants, provoqué nos sympathisants, provoqué les Français, pris les risques les plus extrêmes qui peuvent conduire au feu d'artifice, comme à l'explosion? Je ne le crois pas. Moi, je veux simplement être l'ingénieur de la piste d'envol qui vous permettra de choisir librement le meilleur candidat aux primaires, avec le meilleur projet, pour avoir le plus de chances de gagner, pour enfin réussir l'alternance. Être utile, à la fois une ambition pour le parti, peut-être un peu d'humilité dans la démarche, mais dans nos mœurs politiques actuelles, ça ne fait pas de mal, pour le redressement de l'UMP, pour l'épanouissement et la victoire de nos idées, et pour le redressement, le bonheur de la France. Et oui, on va le démontrer, le bonheur regarde à droite. Voilà, c'était donc l'intervention d'Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, et on l'a bien compris, donc candidat à cette fameuse présidence de l'UMP. Une partie de son intervention qui résumait assez bien ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire, bon, l'horizon, c'est vraiment les primaires, mais l'horizon d'Hervé Mariton et le premier horizon des militants de l'UMP, c'est bien cette élection à la présidence de l'UMP qui se déroulera en novembre prochain. Hein. Oui, et en même temps, il a lourdement insisté sur ces primaires qui étaient à l'horizon, pour bien séparer, en effet, la candidature à la présidence de l'UMP et les primaires. Il a fait ce long développement sur les statuts, les règles du parti, avec cet argument, que dirait-on si on ne respectait pas nos propres règles? Ce qu'il voulait dire, hein, regardons du côté de Nicolas Sarkozy, parce qu'il dit on a des statuts, il faut passer par les primaires pour aller à la présidentielle, ça pourrait être pris comme un coup d'État si quelqu'un proposait d'autres règles, c'est quand même assez fort. Donc lui, il veut être candidat jusqu'au bout à la présidence de l'UMP, en revanche, les primaires, il les veut. Il les veut, il entend bien les organiser si il était élu à la présidence de l'UMP. Ce qui repose cette question de savoir si Nicolas Sarkozy a intérêt à briguer cette fameuse présidence de l'UMP ou alors jouer le coup d'après comme un certain nombre d'autres personnalités de l'UMP, comme François Fillon, Alain Juppé, et viser les primaires. Vous savez, l'argument que vient de nous développer Mariton, nous avons des règles, on les a adoptées à l'unanimité, faisons-les vivre sans quoi on nous reprochera de ne pas suivre notre propre règle, c'est un argument fort. Mais en même temps, l'argument Sarkozy disant c'est quand même normal que quelqu'un qui soit président du parti puisse ensuite aller logiquement à la candidature présidentielle, comme ça se fait, non pas pour des présidentielles, c'est en général des régimes parlementaires dans le reste de l'Europe, oui. Mais on va diriger la campagne après, c'est comme ça que ça se passe dans tous les partis. Donc l'argument n'est pas non plus faible, hein. C'est vraiment deux arguments politiques qui s'opposent, et en vérité, tout tourne autour de la personnalité même de Nicolas Sarkozy. C'est assez caricatural, mais si on est pour lui, on se dit est-ce qu'il faut bien faire ses primaires, et si on est contre lui, on dit il faut avant tout respecter nos règles. Alors il y a deux candidats hein, pour cette présidence de l'UMP. Hervé Mariton, député UMP de la Drôme que vous venez d'entendre il y a un instant à la Baule, et puis donc Bruno Le Maire, ancien ministre notamment dans différents portefeuilles hein, sous le gouvernement Fillon. Bruno Le Maire qui n'est pas présent, signalons-le, à la Baule cet après-midi, mais il était en revanche lui du côté de Tourcoing il y a une semaine, invité par les jeunes du Nord-Pas-de-Calais. On fait sa rentrée de manière diverse hein, du côté des leaders et des candidats à la présidence de l'UMP. Et on l'a fait chaque fois avec une intonation
plus à droite que son habitude, ce qui est une indication sur ce qu'il pense du corps électoral interne à l'UMP qu'ils vont rencontrer. Vous vous rappelez, une présidence de l'UMP se gagne à la droite du parti. Visiblement, a priori. On a vu Bruno Le Maire la semaine dernière tenir un discours qui était très éloigné du Bruno Le Maire modéré, très policé qu'on voit d'habitude, et on a vu là un Hervé Mariton à droite toute, sur une économie la plus libérale possible, sur la société et les mœurs, revenant sur le mariage pour tous. Voilà, on a vraiment le sentiment que la stratégie de ceux qui sont déjà engagés, c'est d'aller chercher à droite une majorité interne au parti. Alors, je vous rappelle que nous sommes bien sûr en direct sur les chaînes parlementaires, LCPN et Public Sénat. On a pris pas mal de retard du côté de la Baule, puisque le discours de François Fillon était prévu aux alentours de 12h20. Il y a donc une bonne quarantaine de minutes de retard. Pour l'heure, c'est Laurent Wauquiez, ancien membre lui aussi des gouvernements Fillon et député UMP, qui a la parole du côté de la Baule. On va l'écouter. Et ensuite, ça sera François Fillon qui s'exprimera, autrement dit, dans une dizaine de minutes, je pense. Monsieur Thévenoud n'est plus au gouvernement, il n'y a pas de problème. Et il viendrait siéger à nouveau à nos côtés dans l'hémicycle? Eh bien non, il faut être très clair. L'exemplarité, c'est M. Thévenoud dehors. Il a trompé avec l'administration fiscale. Il n'a pas sa place dans la représentation nationale. Alors tout ceci pourrait être une longue succession d'anecdotes. Mais ce que nous devons bien voir, c'est que ce qui se joue en ce moment n'est pas juste une crise économique. Ce qui se joue en ce moment n'est pas juste la faillite de la confiance dans la politique. Ce qui se joue en ce moment est pour moi quelque chose de beaucoup plus grave. C'est la crise profonde d'un pays, de notre pays, qui doute de ses valeurs, qui doute de ses repères, qui ne comprend plus la direction qui lui est proposée. Des Français qui regardent ce qu'est devenu la République et qui constatent qu'en 30 ans, on a progressivement mis la République la tête à l'envers, et qui ne se retrouvent plus dans la société qu'on leur propose. L'école, vous qui vous battez pour les bourses au mérite, voilà une ministre qui a plaidé pour la théorie du genre et qui, à peine arrivée, supprime les bourses au mérite pour les étudiants qui travaillent. Voilà des ministres de l'Éducation nationale qui, à rebours de ce que François Fillon a toujours défendu, de ce que François a toujours défendu dans sa conception de l'école de la République, mettent maintenant plus de notes dans le primaire, jugent au bac sur 24 sur 20 pour s'assurer de remplir les objectifs absurdes de 80% d'une classe d'âge au baccalauréat à tout prix. Voilà des gens qui font faire faillite à ce qu'est notre conception de l'école de la République. Voilà une justice avec Madame Taubira, dans laquelle maintenant, mais il faut mesurer ce à quoi nous sommes arrivés, dans laquelle les casseurs des Champs-Élysées sont moins condamnés que les jeunes manifestants qui viennent défendre leurs valeurs contre le mariage pour tous. Voilà une République dans laquelle maintenant celui qui travaille, quand il fait le compte à la fin du mois et qu'il compare avec la situation qu'il peut avoir en restant chez lui avec le RSA, avec les prestations sociales, avec un petit coup de travail au noir, s'aperçoit qu'à l'arrivée, il ne gagne pas plus en allant travailler qu'en restant chez lui. Voilà la société qui est renforcée en ce moment par les socialistes. Et voilà enfin, mes amis, un système social dans lequel, à coup d'aide médicale d'État, on aboutit à une situation dans laquelle des étrangers en situation irrégulière, des gens qui n'ont pas cotisé pour la contribution nationale de solidarité, bénéficient d'un accès gratuit, là où à l'inverse des Français qui ont cotisé pendant toute leur vie sont obligés de payer sans cesse plus pour accéder au système de santé. Est-ce que tout ceci est juste? Pendant combien de temps allons-nous assister ainsi au démantèlement de la République de façon silencieuse? Mais ce que nous devons aussi comprendre, c'est nous dans cette situation. Oui, la gauche s'effondre. Oui, les Français ne lui font plus confiance. Mais est-ce que nous, à droite, est-ce que nous, dans notre famille politique, nous avons repris notre crédibilité? Les Français veulent des repères. Est-ce que nous sommes capables de leur proposer? Les Français veulent une ligne directrice forte, énergique. Est-ce que nous assumons suffisamment nos idées? Est-ce que vous considérez qu'en ce moment, la droite se fait suffisamment entendre après la semaine lamentable que nous venons d'essuyer? Non, évidemment non. Évidemment que non. Évidemment qu'il ne suffit pas de critiquer la gauche, mais que nous devons aussi réfléchir à ce que nous faisons. Le premier repère absolu, c'est le refus systématique du retour dans cette rentrée des petits égos, des petits parcours personnels, des petits mots et des petites ambitions des uns et des autres. Nous ne pouvons plus nous payer ce luxe-là. Et je suis très reconnaissant à François de l'effort qu'il mène en ce moment à la tête
de notre parti avec cette direction collégiale qui s'est mise en œuvre pour ramener de l'apaisement. Ça n'était pas un geste facile, il l'a fait et je lui en suis beaucoup de reconnaissance. Le deuxième repère, l'intégrité. Valérie en a parlé, je suis d'accord avec elle. Frédéric, je suis aussi d'accord avec toi. L'intégrité, il n'y a pas de fatalité à la corruption. Ne nous laissons pas pour autant abuser par le travail des juges. Ne nous laissons pas abuser par ces juges instrumentalisés politiquement qui voudraient nous dicter nos choix et nos alternatives politiques. Ce sont les Français qui décident et ce ne sont pas les juges qui font les élections. Cette intégrité, elle doit aller jusqu'au bout. Les parlementaires, est-ce que nous montrons l'exemple? Je suis contre les régimes spéciaux de retraite. Les parlementaires doivent aussi montrer l'exemple. Sinon, nous n'avons pas de crédibilité. Les politiques doivent montrer l'exemple. Nous avons des idées. Il y a ici des gens qui ont gagné des élections, qui exercent des responsabilités dans les collectivités locales. On a même des amis, et je vous demande de les applaudir, qui sont venus de Limoges. Très beau symbole de notre victoire au municipal. Mais comment nous faire confiance? Comment nous faire confiance si dans les responsabilités locales que nous exerçons, nous n'appliquons pas nos idées? Je suis contre la dépense publique. Dans ma ville du Puy-en-Velay, je baisse la dépense publique. Je suis contre l'assistanat. Dans ma ville du Puy, nous ne versons aucune prestation sociale à des gens qui n'acceptent pas, en contrepartie, d'aller travailler. Parce qu'il n'y a pas de solidarité ailleurs que par le travail. Je suis contre le fait que nous fermons les yeux sur l'insécurité qui s'installe. Dans ma commune, toute personne qui est attrapée à faire une petite dégradation, c'est la semaine d'après, 6 h du matin, au centre technique municipal, et on répare les dégâts qu'on a faits. Le deuxième sujet qui nous est posé, c'est celui du courage. Courage pour lequel François, pour lequel Valérie, pour lequel bien des amis qui sont ici ont plaidé. La France ne se changera pas en ayant peur et en faisant des petites réformes au fur et à mesure. La France peut bouger si nous avons en revanche le courage de grandes réformes. Les Français n'ont pas peur du changement, ils aspirent au changement. Mais ils veulent des vrais changements. Ils veulent que quand on s'attaque au régime de retraite, on mette tout le monde à égalité, le privé comme le public, ce que nous n'avons pas eu le courage de faire par le passé. Et le troisième enjeu de cette reconstruction, c'est autour de quoi est-ce que nous nous construisons? Autour de quelles valeurs est-ce que nous reconstruisons notre famille politique? C'est pour moi la question fondamentale, Hervé, que tu as très bien détaillée de cette élection UMP. On n'est pas dans les postures, on n'est pas dans les marketing politiques, on n'est pas dans les petits slogans qu'on sort pour appâter au moment de l'élection le militant. On est dans une question essentielle. De cette élection doit sortir une ligne directrice forte. Nous devons nous interroger sur ce que nous proposons. Le FN monte, c'est une évidence. Comment est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on croit qu'on va répondre en tapant sur le FN? Ou est-ce qu'on répondra en répondant au FN? Est-ce que nous ne pensons pas que le FN se nourrit de nos lâchetés, que le FN se nourrit de nos incapacités, qu'il se nourrit de nos faiblesses, qu'il se nourrit trop souvent de notre incapacité à traiter un certain nombre de sujets de vie quotidienne sur lesquels l'exaspération de nos compatriotes n'a jamais été aussi élevée? Si le FN est aussi haut aujourd'hui, c'est parce que trop souvent par le passé nous avons manqué. La gauche échoue parce que quand elle est au pouvoir, elle applique ses idées. La droite échoue parce que quand elle est au pouvoir, elle n'applique pas ses idées. Et ça n'est pas la même chose. Et dans ce cadre-là, je plaide résolument pour que la reconstruction de notre famille politique et de la droite ne soit pas celle d'une pâle copie de la gauche. Que ce ne soit pas une droite qui doute, que ce ne soit pas une droite qui ait peur, que ce soit une droite qui assume ses valeurs, parce que je suis convaincu que c'est uniquement quand nous assumons nos valeurs que nous sommes dignes de la confiance de nos compatriotes, et pas quand on les trahit. Alors n'ayons pas peur. De quoi aurions-nous peur? Pourquoi aurions-nous honte de nos idées et de ce que nous portons? Assumons le fait de dire que dans notre famille politique, c'est le travail, et ça n'est pas l'assistanat. Assumons de dire qu'en face des délinquants, il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est la répression. Parce que quand on ferme les yeux, petit à petit, les choses se dégradent dans notre pays. Assumons de dire qu'on ne peut pas considérer qu'un pays peut se construire autour du principe de précaution, alors que nous devons construire l'initiative, l'audace, l'entrepreneuriat, et que c'est ça qui peut permettre à la France de se redresser. Et oui, Hervé, assumons de dire, et je partage totalement
avec Yannick et avec bien d'autres ce combat. Assumons de dire que la famille n'est pas une valeur du passé, mais que c'est une valeur éminemment moderne, que le mariage pour tous est une absurdité, qu'aboutir à la GPA, à la procréation médicalement assistée, progressivement à la perte de signification du mariage dans notre société n'aboutira qu'à une génération déboussolée. Sur des sujets comme cela, nous n'avons pas le droit de nous abstenir. Il faudra revenir intégralement sur cette loi sur le mariage pour tous. Tout ceci suppose juste que nous tenions ce que nous sommes. Tout ceci suppose juste que nous n'ayons pas de doute. Tout ceci suppose juste que nous ne laissions personne nous dicter ce que nous avons à penser. Il ne peut pas y avoir d'idées reçues. Il ne peut pas y avoir de sujets tabous. Il ne peut pas y avoir de politiquement correct. Ne laissez à personne vous déterminer ce que vous avez le droit de penser et ce que vous n'auriez pas le droit de dire. Assumons de dire tout haut ce que nous croyons, ce que nous pensons et ce que de plus en plus de Français pensent en ce moment. C'est la République qu'on doit remettre la tête à l'endroit. On peut y arriver ensemble. Il faut reconstruire ensemble une droite qui soit unie. Il faut reconstruire ensemble une droite qui soit sereine. Et il faut surtout reconstruire ensemble une droite qui soit déterminée. Et c'est ça notre bataille. Merci à tous. Laurent Wauquiez, député UMP, qui soutient aujourd'hui plutôt le retour de Nicolas Sarkozy, Roland Querol, et puis maintenant, eh bien, nous allons assister au discours de François Fillon, qui s'est fait un peu attendre du côté de la Baule, mais qui est cette fois bien en direct sur nos antennes. Et on en parle juste après, Roland. À tout à l'heure. Vous aimez la France, vous croyez en elle, vous jugez utile de la servir, et c'est la raison pour laquelle vous êtes engagé. Je veux d'abord me tourner vers les jeunes et me retourner vers tous les militants et tous les sympathisants de notre famille politique pour leur dire merci de n'avoir jamais baissé les bras. Merci de ne pas avoir abandonné le navire malgré les épreuves que nous devions surmonter. Merci à François Pinte, à Gatien Meunier, à François-Xavier Priou et à toute l'équipe de cette 7e circonscription de Loire-Atlantique qui ont organisé cette rencontre. Il faut beaucoup de foi, il faut beaucoup d'ardeur pour militer en politique, elle qui est trop souvent abaissée, par toutes ces turpitudes qui font oublier l'honneur qu'il y a à s'engager pour son pays. La France traverse une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. La France souffre. Et autour d'elle, le monde va mal. Aux portes de l'Europe, à quelques heures de vol d'ici, dans l'est de l'Ukraine, le conflit civil fait rage et chacun semble camper sur ses positions sans voir que c'est tout notre continent qui peut basculer à tout moment dans une sorte de nouvelle guerre froide. Combien de temps faudra-t-il pour comprendre que l'Ukraine doit être fédéralisée? Combien de temps faudra-t-il pour comprendre que la Russie doit négocier? Combien de temps faudra-t-il pour comprendre que l'OTAN doit mesurer ses réactions? La crise ukrainienne, ça n'est pas seulement le résultat de l'histoire post-soviétique. C'est aussi le résultat d'une incapacité collective à penser la grande Europe. Et pour la penser, je regrette que la France ait perdu cette capacité à porter un message politique singulier, un message politique original, un message politique qui ne se limite pas à suivre aveuglément ses alliés. Et puis, au Moyen-Orient, voici que la poudrière du terrorisme se mue en califat de la terreur. J'achève un déplacement de 3 jours en Irak avec Valérie, au cours duquel j'ai notamment visité plusieurs camps de réfugiés. À 5 heures de vol de Paris, on assassine des enfants, des vieillards, des handicapés. On vend des femmes sur les marchés. Nous sommes en présence non pas d'un simple conflit régional, nous sommes en présence d'un crime contre l'humanité. La décapitation des otages nous a révoltés, mais il faut que vous sachiez qu'elle n'est sur place qu'une horreur parmi les autres. Parmi tous les réfugiés,
beaucoup de victimes sont de confession chrétienne. Ils sont là depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans à vivre encore et toujours autour des dernières églises qui témoignent d'une très longue histoire. Aujourd'hui, ils n'ont plus pour choix que la fuite ou la mort. Eh bien, notre rôle est de les défendre. Notre rôle est de les accueillir. Notre rôle est de les accueillir pour ceux qui voudraient se réfugier en Europe. Mais notre mission n'est pas d'organiser leur exode. C'est au contraire de se battre pour qu'ils puissent vivre chez eux, en paix. Avec l'État islamique en Irak et au Liban, nous assistons à l'émergence d'un État terroriste, avec des moyens financiers, avec une armée équipée, avec des volontaires étrangers, susceptibles demain de porter le combat en Europe. Son but affiché est clair, c'est d'entraîner le monde dans un conflit de religion et dans un conflit de civilisation. Eh bien, face à ce risque, une mobilisation diplomatique, militaire et humanitaire est indispensable. Oui, c'est l'alerte rouge. Il est indispensable d'avancer très vite sur la conférence internationale avec la participation de la Turquie, de l'Iran, des États du Golfe. Il est indispensable sur le plan militaire non seulement de livrer des armes aux combattants kurdes qui se battent contre ces soldats sauvages, mais il va falloir aller plus loin. Il va falloir mettre tous les moyens nécessaires pour éradiquer ce califat de la terreur et contrer son armée. Quant à la situation humanitaire, elle est dramatique. La France a été la première à réagir, mais les besoins sont immenses et ils dépassent très largement les seules actions publiques. Sur place, des églises, des associations, des hommes et des femmes courageux et généreux sont à l'œuvre pour venir en aide à ces centaines de milliers de réfugiés qui n'ont plus rien. J'ai décidé personnellement de les aider à récolter des fonds qui iront à l'aide des réfugiés irakiens et vous pouvez aussi le faire. Parce que serait la France sans sa fraternité, infidèle à sa réputation, infidèle à son histoire qui la lie depuis toujours à celle de l'Orient? Le prix de l'indifférence, le prix de la lâcheté est toujours plus élevé que le prix de la solidarité et le prix du courage. Voilà ce que je crois et voilà ce que je voulais aujourd'hui vous dire. Mes amis, plus j'observe les périls de notre monde, plus je vois le prix de la liberté, de la prospérité et de la grandeur. Et la grandeur, ça n'est pas un don du ciel. C'est en réalité un combat incessant pour être une nation forte. Au rythme où nous allons, où en sera la France au terme de ce quinquennat? Depuis mai 2012, 28 mois ont passé, 28 mois gâchant les chances de la reprise, pas pour rien. Notre économie est à plat, le chômage atteint des pics inédits, l'Europe nous regarde comme le maillon faible de l'Union européenne alors que nous devrions être sa puissance entraînante, les perspectives de l'année 2015 sont médiocres et tout indique que nous entrons dans un cycle de paupérisation qui est plein de dangers pour notre pays. Tout milite donc pour une réaction majeure d'abord au plus haut niveau. Mais là-haut, y a-t-il vraiment un chef d'État qui puisse être entendu et cru? François Hollande entraîne la France dans le chaos. Au-delà d'un livre indigne qui traîne le président de la République dans la boue, c'est tout le pouvoir qui se trouve un peu plus discrédité par un manque de leadership, par un manque de cap, par un manque de résultats, par un manque de soutien populaire. À l'heure où notre pays s'enfonce dans la déflation, à l'heure où l'Europe voit à nouveau réapparaître le spectre de l'affrontement à ses frontières, à l'heure où la menace terroriste s'amplifie, le président est décrédibilisé et le gouvernement est impuissant. Les coups fourrés et les zizanies au sein du Parti socialiste sont indignes d'un parti de gouvernement, d'un parti majoritaire, d'un parti qui a la responsabilité aujourd'hui de conduire l'État. Le Premier ministre, après quelques coups de menton,
pour tenter de restaurer une autorité déliquescente, se voit contraint de baisser la tête face aux frondeurs qui menacent de le lâcher à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut encore supporter, dans un pays qui a perdu la confiance en son avenir, un tel comportement? Dans un pays qui a pris conscience de ses blocages, dans un pays qui réclame de l'action. François Hollande nous a replongés dans les errements de la 4e République, avec l'issue funeste qu'on lui connaît. Eh bien, je lui demande solennellement de bien mesurer l'état moral et politique de la situation. Changement complet de politique, dissolution, démission, libre au président de choisir une porte de sortie. Mais en toute hypothèse, il ne peut plus continuer son petit bonhomme de chemin comme si rien n'était, comme si la désillusion du peuple n'était qu'anecdotique. Désormais, tout tient au fil de sa conscience. Qu'il regarde autour de lui, tout est écroulé. Il n'y a qu'un immense vide. Mais il peut encore rendre un service au pays et lui dire « Aidez-moi, je me suis trompé ». Et s'il a la moindre estime pour les Français et pour les pouvoirs que ces Français lui ont donnés, il peut encore sauver l'honneur perdu d'un quinquennat, du sien. Il n'y a pas d'illusion à se faire. Nous vivons un mai 68 moral, un naufrage de la dignité de l'État, une crise des valeurs républicaines qui ouvre tout grand ses portes à toutes les dérives. Monsieur le Président, vous seul pouvez maintenant sauver la situation. Choisissez la carte du courage. Quant à l'opposition, elle doit se préparer à toutes les options. Vous connaissez mon diagnostic. La France a besoin d'un redressement national de très grande ampleur. On ne relancera pas le pays en faisant un remake du passé ou en résumant l'avenir à des duels de personnes. Il faut un projet radical, un projet ciblé sur la croissance et sur l'emploi, avec plus de 5 millions de personnes au chômage total ou partiel, avec 0% de croissance. Il faut rompre avec les logiques du passé. Oui, la France doit sortir des 35 heures et ramener la négociation du temps de travail vers les acteurs de terrain, c'est-à-dire dans les entreprises. J'entends que certains me disent on ne gagne pas les élections en promettant de sortir des 35 heures, que d'autres me disent il ne faut pas la rupture, il faut la réforme. Moi, je vous le dis, si nous ne sortons pas des 35 heures, nous n'avons aucune chance de redresser l'économie française. Aucune. Face au mur de la complexité, il faut refonder le Code du travail. Et c'est finalement assez simple. Il faut réécrire le Code du travail sur ce qui relève des seules normes sociales fondamentales et renvoyer tout le reste à la négociation dans les entreprises. C'est une révolution, mais c'est une révolution que j'assume au nom de la certitude que le maquis actuel est un tueur de croissance et d'emploi. Au nom aussi, mes amis, d'une rénovation du dialogue social qui est beaucoup trop hiérarchisé, qui est beaucoup trop stéréotypé et qui pourrait prendre tout son sens et toute sa valeur dans l'entreprise si on lui donnait les moyens de s'épanouir. Nous devons aussi baisser fortement le coût du travail en compensant cette réduction par une hausse de la TVA, ce qui me permet d'ailleurs de dire qu'il serait criminel que le gouvernement actuel augmente la TVA comme ils en ont le projet, simplement pour baisser les déficits. Pour baisser les déficits, il faut baisser les dépenses publiques. Si on augmente la TVA, c'est pour baisser les charges sociales, baisser le coût du travail et redonner de la compétitivité à l'entreprise française. Nous devons réformer notre marché de l'emploi, parce qu'il faudra toujours mieux plus de souplesse que toujours plus de chômage. Oui, notre pays doit être la patrie des entrepreneurs, la patrie des investisseurs, la patrie des inventeurs. Et à cet égard, je veux dire que je préfère voir ce qui crée de la richesse rester en France plutôt que d'être obligé de s'exiler ailleurs. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe socialiste qui prétend ne pas aimer les riches, qui cherche en permanence à les taxer, à les humilier, à les faire fuir, mais qui, au moment de sauver nos industries, se précipite à genoux
pour quémander l'appui des investisseurs américains, des investisseurs qatariens et des autres fonds de pension étrangers. Eh bien moi je préférerais qu'il y ait des vrais investisseurs français qui ne soient pas obligés d'aller investir ailleurs plutôt que d'aller, comme nous le faisons souvent d'une manière humiliante, chercher des financements dans des pays dont nous ne savons pas demain ce qu'ils nous demanderont en retour. Au lieu de stigmatiser le capital, il faut le valoriser. J'affirme et j'assume le fait que notre économie a besoin aujourd'hui de liberté bien plus que de socialisme. Et d'ailleurs, quelle est l'autre solution? Lorsqu'un pays croule sous les réglementations et sous les impôts, on n'en remet pas une louche. Lorsqu'un pays est seul au monde avec les 35 heures, on n'imagine pas de travailler moins. Et lorsqu'il coule sous les déficits, on ne propose pas une relance budgétaire à fonds perdus. J'ai dit un jour que j'étais à la tête d'un État en faillite. Eh bien, je ne regrette pas d'avoir sonné le tocsin. Oui, il faut revenir à l'équilibre de nos finances publiques. Pas pour faire plaisir à l'Union européenne, pas pour faire plaisir aux banquiers, mais simplement pour cesser de dépenser la richesse des Français pour payer des intérêts et rembourser notre dette, pour être en mesure, avec nos propres moyens financiers, d'investir dans le développement de notre pays. Eh bien, pour revenir à l'équilibre de nos finances publiques, il faut réduire la dépense de 100 milliards d'euros en 5 ans. Et vous voyez bien qu'on n'atteindra pas cet objectif avec des simples coups de rabot. François Hollande promettait de ramener nos déficits à 3% en 2015. L'objectif est abandonné, même s'il ne le dit pas. Et en réalité, même en 2017, il ne sera sans doute pas atteint. On a accablé les Français et les entreprises d'impôts, et en même temps, on n'est pas fichu de réduire les déficits en temps et en heure. Le gouvernement aujourd'hui supplie nos partenaires européens d'accepter son laxisme, quand il ne les accuse pas d'être responsables de nos propres difficultés. Il prétend le faire au nom de la croissance européenne, mais personne n'est dupe. En réalité, le discours de la gauche française masque simplement son impuissance à rétablir vigoureusement nos comptes publics. Oui, il faut des réformes de structure. Oui, il faut replacer le temps de travail dans la fonction publique à 39 heures. Oui, il faut réduire les effectifs de 20%. Oui, il faut parallèlement que les carrières des agents publics soient revalorisées, parce qu'on ne peut pas proposer à des hommes et des femmes comme seul avenir pour les 20 ans qui viennent la baisse de leurs revenus. Oui, il faut repenser nos administrations nationales et territoriales. Oui, il faut réserver les statuts dans les fonctions publiques aux métiers qui justifient pleinement ces statuts et seulement à ces métiers-là. Oui, il faut réactualiser nos acquis sociaux. Alors je le reconnais, c'est un immense travail. C'est un immense travail qui exige beaucoup de courage. Mais si on ne s'y attelle pas, je vous le dis, nous serons incapables de redresser la France. Parce que plus il y a de déficit, plus il y a d'impôts. Et plus il y a d'impôts, moins il y a de moyens pour financer la croissance. Et moins il y a de moyens pour financer la croissance, plus le chômage s'étend. Voilà le cercle vicieux dans lequel nous sommes enfermés depuis maintenant des décennies et qu'il faut rompre. Alors c'est vrai que ces mesures sont radicales, mais il faut savoir ce qu'on veut. On veut gagner les élections seulement et continuer à faire le petit bonhomme de chemin, ou on veut le sursaut? Est-ce qu'on veut le déclin ou est-ce qu'on veut le redressement? Ce n'est pas la première fois que nous sommes placés devant cette responsabilité. En 1945, en 1958, la France était à genoux. Le général de Gaulle l'a redressée avec des mesures fortes, avec des mesures qui, notamment en 1958, se caractérisaient par un grand appel à la liberté pour soutenir les entrepreneurs, par la baisse de la dépense publique, par la réforme de nos structures administratives et sociales. Eh bien, nous en sommes là. Et nous le savons, ça ne peut pas être la gauche qui relance notre pays. Elle a fait la démonstration de son incapacité à changer. Ça ne peut pas être l'extrême droite avec ses fausses bonnes réponses. C'est un devoir qui nous incombe. Avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, nous assumons depuis 5 mois une mission de remise en ordre de l'UMP.
L'audit que nous avions commandé a confirmé la gravité de la situation. Des mesures financières et organisationnelles ont été prises. La justice a été saisie pour nettoyer le passé. En novembre se tiendra notre congrès. J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis ici, je souhaite personnellement que la génération montante prenne ses responsabilités. Parce que notre mouvement doit valoriser de nouveaux talents, de nouvelles méthodes. Vous voterez pour qui vous voudrez. Vous voterez en conscience, car je me suis assez battu pour que la démocratie au sein de notre mouvement soit respectée, pour respecter aujourd'hui votre indépendance. Je vous demande juste d'être exigeant sur les idées et d'être exigeant sur les valeurs qui devront guider l'UMP, parce que notre parti ne retrouvera pas la confiance des Français en mettant la poussière sous le tapis. Quant à moi, vous connaissez mon calendrier et vous savez mon objectif. Mais chaque chose en son temps. Je bâtis un projet. Je parcours la France. J'ai rencontré des milliers de Français. J'en suis sûr, ils sont prêts à prendre des risques. Ils sont prêts à se rallier à un projet courageux. Ils sont prêts à se rallier à un projet porté par des responsables intègres et décidés. Ils sont prêts à se battre pour retrouver le chemin du progrès. Le progrès, c'est d'abord la fierté d'appartenir à une nation magnifique, à une nation qui mérite d'être aimée, qui mérite d'être respectée, qui mérite d'être sublimée aussi. Les pays qui n'ont plus de légende sont condamnés à mourir de froid, écrivait la Tour du Pin. Nous sommes 65 millions de Français dans un monde de 7 milliards d'êtres humains. Si nous perdons la foi en la France, si l'idée d'une certaine grandeur se dissipait, alors qu'est-ce qu'il restera? Ayons foi en nous. Soyons des patriotes au cœur ardent et pas des petits nationalistes. Célébrons nos inventeurs, nos industriels. Applaudissons ces enfants des cités qui décrochent les plus hauts diplômes. Remercions ceux qui s'engagent pour des causes humanitaires. Saluons nos soldats qui défendent notre liberté. Regardons l'avenir et défions-le. Le progrès, c'est la conscience que l'histoire n'est jamais écrite. Le progrès, c'est avoir en soi cette flamme de la vie qui nous porte à penser que l'invention, la création, la rupture sont des sources de rajeunissement permanent. La société qui calcule tous les risques, c'est une société qui n'avance plus. Alors repoussons ces réflexes de surprotection, ces réflexes de surréglementation qui laminent notre vitalité. Donnons à notre société la liberté qu'elle réclame, en donnant à nos entrepreneurs, mais aussi à nos chercheurs, à nos salariés, à nos familles, le pouvoir de tenir leurs responsabilités. Le progrès, depuis l'origine des temps, c'est un combat intime à chacun d'entre nous. Un combat entre le courage et la démission. Un combat entre l'intérêt personnel et l'intérêt général. Tout ne dépend pas des lois. Tout ne vient pas du sommet. Et il n'y a pas d'homme providentiel. Parce qu'en République, chaque citoyen est comptable de ses actes, mais aussi de son pays. Le jour où les Français pourront donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'on leur a rendu la liberté de le faire, alors j'en ai la certitude. La France retrouvera cette force qui lui est innée. Ceux qui pensent que notre peuple est à bout de course se trompent. Ce n'est pas le peuple qui est à bout de course, c'est notre système. Or, un système, ça se change. En 1958, la France l'a fait. Le Royaume-Uni l'a fait dans les années 80. Le Canada et la Suède l'ont fait dans les années 90. L'Allemagne l'a fait à partir de 2002. Grâce à ces ressources, je veux vous le dire, notre pays peut effectuer son retournement en 2 ans. Il peut se redresser en 5 ans et en l'espace de 10 ans, la France peut redevenir la première puissance européenne. Voilà.
Voilà, mes amis, les convictions que je voulais partager avec vous. Notre pays vit des heures difficiles, mais paradoxalement, je sens que la France peut se révéler d'une très grande audace. Bien sûr, les obstacles sont là, mais les enjeux sont de plus en plus clairs. Les recettes du passé sont périmées. La nation doit être rassemblée et modernisée de façon puissante. Alors, sans trembler, je vous demande une mobilisation sans faille. Je vous demande de rassembler vos forces. Je vous demande d'être l'avant-garde pour dire aux Français que notre pays doit se dépasser et qu'il peut se relever. Vous serez ainsi simplement au service d'un idéal qui dépasse chacun d'entre nous. Cet idéal s'appelle tout simplement la République. Vive la République et vive la France. Voilà, c'était donc le discours de François Fillon qui s'est exprimé durant une trentaine de minutes depuis la Baule où se déroule le campus UMP du Grand Ouest. Que peut-on dire, Roland, du positionnement de l'ancien Premier ministre après avoir écouté cette intervention de cette fin de matinée, Roland? C'est un positionnement qui visiblement se veut d'abord un peu au-dessus de la mêlée. C'est un candidat présidentiel. Il n'est pas candidat, lui, à la présidence de l'UMP. Il vise le dialogue avec le peuple. Il a commencé du coup par la politique étrangère, l'Ukraine, l'Irak, avant d'en venir aux problèmes qui nous occupent et à se situer là comme un opposant musclé à François Hollande et en même temps comme quelqu'un qui est en train de construire un projet qu'il veut lui aussi, lui d'abord en ce moment dans la tête de l'UMP, un projet radical de rupture avec ce que fait la gauche, en faisant miroiter à la France d'être revenir en l'espace de 10 ans la première puissance d'Europe. Il a mis beaucoup de conviction à ce discours, malgré sa voix un peu éraillée par les discours qu'il prononce sans arrêt. Et moi, j'ai été frappé par le vocabulaire gaulliste, gaullien, employé tout au long du discours. La grandeur, l'honneur, le sursaut, le redressement, le rassemblement. Tout le vocabulaire du panthéon gaullien était porté par Fillon. Fillon, il a un vrai défaut dans sa cuirasse. C'est que quand il nous explique comment il va réduire les comptes publics, comment il faut rembourser la dette, réduire les déficits, on est toujours tenté de lui dire « mais qu'avez-vous fait pendant 5 ans à Matignon ?» Les déficits se sont creusés, l'impasse budgétaire n'a pas arrêté de grandir, n'avait pas réduit la part de l'État dans le PIB. Alors évidemment, on sait qu'il répondrait, mais c'était la crise, comme si la crise n'était pas toujours là. Bref, il sait ça. Et c'est probablement une des raisons, avec ces petites fautes tactiques ici ou là, qui font que dans la course, dans les sondages à la candidature possible pour l'UMP, il est aujourd'hui le moins bien placé du trio Sarkozy, Juppé et Fillon. Il a besoin de se restaurer la nécessité de se radicaliser du point de vue du projet. Il évoque lui-même un projet radical. Il en appelle à la rupture en matière de politique économique. Vous le pensez sincère, malgré, vous l'avez dit, ce passage à Matignon pendant 5 ans? Je crois qu'il est persuadé que la gestion de la France par la gauche a aggravé les choses et qu'il faut désormais avoir une politique de véritable rupture. Vous savez, beaucoup de gens de droite, d'électeurs de droite, faire référence par exemple à la politique menée par Madame Thatcher à la fin des années 70, au début des années 80. En matière de rupture économique, ça reste tout de même une référence importante. Ça, oui, cela dit, tous les exemples qu'il a cités ne vont pas tout à fait dans le même sens. Ce qu'il voulait, c'était nous montrer que dans certaines périodes, certains pays avaient fait des ruptures et que c'était donc possible. Et évidemment, il faut qu'il fasse ça d'une certaine façon parce qu'il n'a pas incarné, pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, il n'a pas incarné un homme qui voulait absolument en découdre, supprimer les 35 heures, changer totalement de politique économique. Il faut maintenant qu'il montre que la France ayant changé, sous-entendu à cause des socialistes, il est normal que lui-même se radicalise et propose plus fortement une rupture. Il était passé un petit peu à travers de sa rentrée il y a maintenant 1 an, François Fillon, on s'en souvient. Est-ce que vous considérez que cette rentrée de septembre 2014 se passe mieux pour François Fillon, qu'il a trouvé aujourd'hui un positionnement qui pourrait le rendre capable d'aspirer justement
à celui qui serait le porte-drapeau de l'UMP demain et de la droite française? Je crois qu'en politique, il ne faut pas prévoir à trop long terme. Ouais. Le personnage de François Fillon existe dans l'opinion française fortement. Rappelez-vous, il était très populaire comme Premier ministre pendant très longtemps et il a gardé une aura dans l'opinion. Ce qu'il lui faut, c'est la restaurer, parce qu'en effet, il a un petit peu, voilà, il s'est un peu emmêlé dans le tapis depuis pendant quelques mois. Il a donc besoin de faire cet effort de redressement d'image. Il le fait petit à petit. Je crois qu'il faudrait surtout pas, parce qu'Alain Juppé est en ce moment très fort dans l'opinion, et parce que Nicolas Sarkozy prépare son retour, il ne faut pas tout de même oublier, il ne faut pas sous-estimer François Fillon. Alors cette intervention de François Fillon clôturait les travaux du côté de la Baule de cette matinée. Ce campus UMP à la Baule va se poursuivre cet après-midi avec l'intervention attendue de Luc Châtel, qui est le secrétaire général de l'UMP. Ça sera dans le milieu de l'après-midi. Mais je vous propose de notre côté de réécouter ce qu'a dit hier un autre membre de ce fameux triumvirat qui est aujourd'hui à la tête de l'UMP. Il s'agit d'Alain Juppé. Il s'exprimait hier en fin d'après-midi aux alentours de 17h à la Baule. On l'écoute, on en parle tout de suite après, Roland Quérol. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Je suis très heureux de passer cet après-midi ici avec vous à la Baule, à l'invitation des jeunes populaires de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et du Morbihan, si je n'oublie personne, mais il y a même quelques Bordelais qui se sont joints à vous. Ce ne sont pas les moins enthousiastes, ouais, ils sont là. Je salue bien sûr tous les élus qui nous entourent, à commencer par le maire de la Baule, Yves Météreau, vos parlementaires, sénatrices et députés, les maires qui sont ici présents également, parfois les chefs de l'opposition dans certaines villes, n'est-ce pas, et puis l'ensemble des responsables de notre mouvement, le président de l'UMP de Loire-Atlantique, bien sûr, François Pinte. Je suis très admiratif du stoïcisme de nos militants et sympathisants parce que j'avais peur du coup de bambou pour vous. Il est vrai qu'on est à la Baule, où il y a un microclimat méditerranéen, d'après ce qu'on m'a dit. Je crois qu'Olivier Guichard avait l'habitude de dire à la Baule, il y a du soleil tous les jours. Il ajoutait dans le creux de l'oreille de la pluie aussi. Mais nous allons faire mentir cette règle aujourd'hui. Et puis, saluer à nouveau, bien sûr, tous les jeunes qui sont parmi nous. Au risque de décevoir une partie de l'auditoire, je ne vais pas vous parler du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement et de la majorité parlementaire. Éric Woerth et Claude Guéant l'ont fait en des termes excellents. Et puis, il suffit d'un mot pour résumer la situation, un naufrage. Nous assistons au bout de 2 ans à un véritable naufrage du pouvoir socialiste. Je ne m'en réjouis pas parce que c'est le pays qui en souffre. Et je pense même aux Françaises et aux Français qui ont voté François Hollande il y a 2 ans. Je comprends leur terrible déception et leur profond désarroi. Il ne faudra pas les oublier. Alors nous, de notre côté, qu'est-ce que nous avons fait depuis 2 ans? Eh bien, je le dirais franchement, pas que du bon. Nous avons à certains moments donné un spectacle un peu pitoyable avec des querelles internes, des chicayas qui ont considérablement affaibli notre message et notre image. Nous commençons à en sortir. On ne va pas reparler indéfiniment. Et je suis heureux de participer à ce travail de redressement, si je puis dire, au sein du collège que nous avons constitué avec Jean-Pierre Raffarin et François Fillon et l'aide très efficace de Luc Châtel, qui sera, je crois, parmi vous demain. Nous avons remis de l'ordre dans le fonctionnement de la maison, nous avons engagé un programme d'économie, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dépensé à tort et à travers, et puis surtout nous avons une feuille de route pour les 3 mois qui viennent. Notre tâche, c'est de réussir le grand rendez-vous qui vous est donné fin novembre pour l'élection du futur président de notre mouvement. Il faut que cette élection soit incontestable, qu'on n'assiste plus aux contestations dont j'ai évoqué le souvenir tout à l'heure. Nous avons fixé des règles précises. La haute autorité surveille de façon très attentive l'organisation de ces élections. Elles doivent être totalement transparentes, de façon
à ce que celui qui sera élu puisse redonner à notre mouvement tout l'élan et tout le souffle nécessaire. Certaines candidatures sont déjà déclarées, celle d'Hervé Mariton, celle de Bruno Le Maire, ce sont des hommes de qualité. Beaucoup d'entre nous attendons la décision de Nicolas Sarkozy. Pour ma part, je serai attentif à deux engagements que, selon moi, devront prendre les candidats et, bien sûr, le président élu. D'abord, une ligne de large rassemblement de notre mouvement. Éric Woerth a rappelé tout à l'heure que j'étais, avec d'autres, le fondateur de l'UMP. Quelle était l'idée? L'idée, c'était d'en finir avec les rivalités que certains d'entre vous ont bien connues. Souvenez-vous, le RPR, l'UDF, la priorité, c'était de faire la peau de l'autre, pas toujours de gagner face aux socialistes. Nous avons tourné cette page-là en créant l'UMP pour rassembler très largement la droite et le centre. La droite, bien sûr, la droite forte, la droite populaire, la droite sociale, qu'on l'appelle comme on voudra, qui a toute sa place parmi nous, mais aussi les centristes, dont certains, hélas, nous ont quittés au cours de la période récente. Il faut que l'UMP retrouve cette vocation de large rassemblement. Et le deuxième point qui pour moi est essentiel, c'est l'engagement de participer à l'organisation de véritables primaires ouvertes pour désigner, le moment venu, et le moment n'est pas venu, le moment, sauf accélération, et le moment venu, notre champion pour les élections présidentielles. Et on voit bien que c'est d'abord inscrit dans nos statuts, je le rappelle, que ça correspond ensuite à une attente de nos concitoyens, parce qu'ils n'ont pas envie que tout se décide à Paris, ils ont envie de participer au choix de celui qui portera leur couleur, et puis surtout, c'est devenu un impératif absolu face à la percée du Front National. Parce que c'est ça qui m'a le plus impressionné dans le sondage qui a été publié ce matin. Si nous allons au premier tour de l'élection présidentielle, je ne dis pas au primaire, je dis au premier tour de l'élection présidentielle, avec une pluralité de candidats de la droite et du centre, le pire n'est pas à exclure. Le Front National arrivera en tête et on ne sait pas ce qui se passera au deuxième tour. C'est cela qu'il faut éviter à tout prix et c'est pour cela qu'il faut organiser ces primaires. Cette percée du Front National, Éric disait tout à l'heure qu'elle ne l'avait pas surpris. C'est vrai que la nature, et la nature politique comme toutes les natures, a horreur du vide. D'un côté, effondrement de la gauche, de l'autre côté, relatif effacement de la droite et du centre. C'est un appel d'air pour le Front National et on en voit le résultat dans les sondages et au-delà même des sondages. Je voudrais ici exprimer ma détermination farouche, et je sais qu'elle est largement partagée, à combattre le Front National. D'abord parce que, en tant que gaulliste, c'est ma culture politique, j'éprouve une allergie totale pour les références idéologiques, la culture, l'histoire de ce parti qui est viscéralement anti-gaulliste. Rappelons-nous-le quand même, en regardant l'histoire des 40 ou 50 dernières années. Et puis, je ne veux pas de la France barricadée que nous propose le Front National. Et cela mérite vraiment une mobilisation de toutes les énergies. Je ne veux pas d'une France qui quitte l'euro et qui contribue ainsi à la destruction de l'Europe que nous avons construite depuis maintenant une cinquantaine d'années. Je ne veux pas d'une France protectionniste qui perde toutes les opportunités de développement et d'emploi que lui donne sa capacité à exporter. Airbus, premier constructeur mondial d'avions. Naturellement, si nous n'avons pas les marchés internationaux, il n'y a plus d'Airbus. Et puis je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Je ne veux pas d'une France qui a peur des autres, qui a peur de l'étranger, qui est xénophobe, qui se replie sur elle-même, contrairement à toute sa tradition historique. Et je ne veux pas d'une France qui a peur de la mondialisation, qui a peur du monde, alors que c'est un formidable progrès que de pouvoir s'ouvrir sur les autres. Ce serait donc un terrible retour en arrière, et c'est contre cela, je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous militions. D'ailleurs, les Français n'en veulent pas. Je parlais du sondage de ce matin. La première leçon que j'en tirais, c'est qu'il fallait des primaires. La deuxième leçon que j'en tire, quand même, c'est qu'au deuxième tour, à part M. Hollande, tout le monde écrase Mme Le Pen, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas d'adhésion véritable à ce qu'elle représente, à son mouvement politique et à ses idées. Le moment est donc venu pour nous de construire une alternative de nature à convaincre les Français.
Parce qu'après avoir constaté l'échec désastreux du socialisme, après avoir exprimé notre détermination à combattre le Front National, notre responsabilité, c'est de dire aux Français, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous vous proposons de faire ensemble. Nous y avons travaillé et nous sommes prêts. On parle beaucoup en ce moment des succès de librairie. Je voudrais vous recommander la lecture d'un livre. Non, pas celui-là. Celui-ci, qui s'appelle « Les 12 travaux de l'opposition », qui réunit des responsables de notre mouvement que peut-être on n'aurait pas attendu ensemble. Benoît Apparu, François Baroin, Xavier Bertrand, Jean-François Copé, François Fillon, Brice Hortefeux, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, Jean-Pierre Raffarin et Laurent Wauquiez. 12 chapitres pour ouvrir les voies de l'avenir. Alors cette alternative, je voudrais en dire un mot rapidement, maintenant que le soleil décline, c'est moins éprouvant pour vous. D'abord sur la méthode. Je ne crois pas pour ma part, c'est peut-être une question de tempérament, aux ruptures tonitruantes. Je crois aux réformes raisonnées et bien préparées. Et pour cela, d'abord, il faut commencer à apaiser les conflits inutiles, éviter les controverses qui ne correspondent en rien aux attentes de nos concitoyens. Pourquoi relancer aujourd'hui le débat sur le vote des étrangers? Pourquoi, au-delà du mariage pour tous, remettre en cause la parentalité? Un enfant, un père, une mère, et nous engager à nouveau sur la PMA ou la GPA. Laissons tous ces débats de côté pour apaiser le débat national. Cherchons au contraire à rassembler et puis montrons le cap. Ce qui explique en grande partie aujourd'hui la panne économique qu'évoquait tout à l'heure Éric Woerth, c'est que tous les acteurs de notre économie sont paumés. Ça change tous les 3 semaines. Un jour, c'est la finance, voilà l'ennemi. Et puis quelques mois après, c'est entreprise, on vous aime. Un jour, c'est on remet en cause les 35 heures. 35 heures après, c'est non, on les garde. Et puis je pourrais allonger la liste de ces têtes à queue, de ces contradictions permanentes. Et ça, il n'y a rien de pire pour tous ceux qui ont des décisions économiques à prendre, parce qu'ils ont besoin de visibilité sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, c'est cela qu'il faudra nous faire aussi, nous engager sur un cap avec continuité et constance. Et puis le fond, parce que c'est cela qui est essentiel. Ce n'est pas le lieu ici, ni le moment de dérouler un projet global. Je voudrais simplement évoquer 3 ou 4 priorités que j'ai en tête et qui constituent pour moi autant d'objectifs prioritaires. Premier objectif, il faut renouer avec la croissance. Sans croissance, nous n'atteindrons aucun des objectifs que nous nous fixons, qu'il s'agisse du rétablissement des comptes publics, qui est nécessaire. Ce n'est pas parce que Bruxelles a décidé qu'il fallait tomber en dessous de 3%. C'est parce qu'on ne peut pas continuer à s'endetter année après année. Aujourd'hui, nous avons la chance d'emprunter à des taux historiquement bas, comme disent les spécialistes. Le jour où, par malheur, la France aurait quitté l'euro, je préfère vous dire que les taux d'intérêt flamberaient rapidement et que nous serions dans une situation tout à fait intenable. Et donc, il nous faut de la croissance aussi pour inverser la course du chômage. Je suis bien conscient que la croissance, ça ne se décrète pas. Il faut que nous créions les conditions d'une nouvelle période de croissance, et je dirais même d'une période de nouvelle croissance. Je passe vite. La croissance, c'est d'abord la compétitivité des entreprises qui ont besoin d'une grande cure de liberté. Et on voit bien aujourd'hui les actions qu'il nous faudra engager avec un programme d'allègement du fardeau, des charges qui pèsent sur la production. Des choses ont été faites par nous. Il faudra en faire très exactement le bilan. Engager un programme d'allègement des codes et des normes. Pas vous refaire le numéro sur le code du travail. En Suisse, il est haut comme ça. En France, il est haut comme ça. C'est vrai que nous avons accumulé au fil des ans, et quand je dis nous, c'est toute tendance et tout gouvernement confondu, une masse de réglementation qui paralyse aujourd'hui l'entreprise. Il faudra aussi rénover profondément nos filières de formation professionnelle. Voilà un domaine dans lequel il y a de l'argent, mais où il est mal utilisé. Donc, une grande cure de liberté pour nos entreprises. Et puis aussi des chemins nouveaux pour la croissance. Quand j'ai parlé de nouvelle croissance, c'est vrai que j'ai été le moins durable des ministres du développement durable. Ça n'a duré qu'un mois. Mais je n'ai pas perdu ma foi dans le développement durable. On oublie ça un peu aujourd'hui. Si on ne fait pas gaffe, ça va très mal se passer. Très, très mal se passer à l'échéance de la fin du siècle. Donc il faut que cette croissance aussi, elle soit différente. Il faut qu'elle soit plus sobre des ressources qui sont rares, de l'eau, de l'énergie, de la terre,
bref, de toutes ses composantes. Et là aussi, c'est une perspective dont il ne faut pas avoir peur. Parce que cette croissance, elle doit aussi se fonder sur l'innovation, qui peut nous apporter des réponses à tous ces défis qui sont devant nous. Songez, j'ai entendu ça à plusieurs reprises, que nous ne connaissons pas aujourd'hui 50 à 60% des emplois qui seront imaginés demain dans des filières nouvelles, du fait notamment du développement des filières de l'information et de la communication. Donc, première priorité, renouer avec la croissance. Deuxième objectif, réhabiliter, si je puis dire, l'Europe, qui a été fragilisée. Et je dois vous dire que j'ai un peu souffert pendant la dernière campagne des élections européennes parce que c'était difficile de faire passer le message. C'était difficile d'entraîner les Françaises et les Français autour d'un rêve européen qu'ils ne partagent plus, parce qu'ils ne comprennent plus comment l'Europe fonctionne. Je suis plus européen que jamais, mais je ne suis pas partisan du statu quo. Il y a des choses à changer profondément dans les finalités et dans l'organisation de l'Europe. Tout passera, j'en ai l'absolue conviction, d'abord par une nouvelle alliance entre la France et l'Allemagne. Il faut un nouveau pacte fondateur entre nos deux pays sans lequel l'Europe n'a pas de sens. Et pour cela, il faut que la France se retrouve à égalité avec l'Allemagne. Si aujourd'hui ce dialogue est assez peu productif, c'est parce que nous avons perdu beaucoup de notre crédit à Berlin, de façon générale à l'Europe. Donc seule une France rétablie dans sa croissance économique pourra conclure un tel pacte avec l'Allemagne. Et à partir de là, il faudra une organisation de l'Europe qui soit plus souple et plus différenciée. Le noyau central de la zone euro, qu'il faudra intégrer davantage, parce qu'on ne peut pas avoir une monnaie commune si on n'a pas en même temps une politique budgétaire, une politique fiscale, une politique monétaire coordonnée. Et vous voyez bien que si on va plus loin dans ce sens, ça posera la question du projet politique européen. Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble sur ce monde extraordinairement turbulent qui nous entoure? Autour de ce noyau central, on pourra avoir une constellation de pays qui en veulent moins et auxquels il faudra laisser plus de souplesse. De toute manière, pour le noyau central comme pour la constellation périphérique, si je puis dire, il faudra que l'Europe aille à l'essentiel, qu'elle ne produise pas cet excès de normes qu'elle fabrique aujourd'hui dans le détail de nos vies quotidiennes. Bref, la réhabilitation de la construction européenne sera un enjeu essentiel. Troisième objectif, on en a parlé tout à l'heure, la remise à plat de notre système éducatif. Certes, notre école, nos universités fabriquent de belles élites. Nous avons de grandes écoles formidables. Nous avons la première école mathématique du monde. Nous gagnons des prix Nobel de mathématiques. On appelle ça la médaille Fields. Mais de l'autre côté, 150 000 jeunes sortent chaque année du système secondaire sans aucune formation. Et on connaît le taux d'échec de nos étudiants au bout de 2 ans d'université. Il est dramatique. Donc c'est à cela, évidemment, qu'il faut s'attaquer parce que le bon fonctionnement du système éducatif conditionne tout. Il conditionne d'abord nos succès économiques, mais il conditionne aussi la cohésion sociale par une véritable égalité des chances qui ne soit pas simplement un discours. Ce n'est pas ce soir que nous allons ensemble mettre au point ce nouveau système éducatif. 2 ou 3 pistes, néanmoins, qui me tiennent à cœur et Claude Guéant en a évoqué quelques-unes tout à l'heure. D'abord, plus de responsabilité sur les acteurs du terrain. Je dis souvent que quand je rentre dans un collège ou dans un lycée, je vois dès le seuil de la porte s'il y a un bon principal ou un bon proviseur. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage à la télévision il y a 2 jours, je crois, dans un collège de la région parisienne, où on mettait en valeur le boulot d'un principal assez exceptionnel, qui s'était totalement impliqué dans le fonctionnement de sa boutique. Il voyait les parents, il encadrait les enseignants, il recevait un par un les élèves de son collège pour suivre leur parcours et voir éventuellement s'il y avait des choses à rectifier. Il était très sévère en termes d'autorité au départ, en disant il vaut mieux lâcher après qu'avoir à rectifier le tir. Et bref, la sanction était là. Le taux de succès au brevet des collèges était passé en l'espace de 2 ou 3 ans de 70% à 90%. Et j'écoutais un des élèves qu'on interrogeait qui me disait c'est formidable d'être ici. Moi je discute avec des copains qui sont dans un autre collège, ils ne voient jamais la principale. Moi, si j'ai envie de voir le principal pour lui dire j'ai un truc qui ne va pas, eh bien, il me reçoit, on discute et puis on rectifie le tir. Donc redonner de la responsabilité sur le terrain. Ensuite, individualiser les parcours des enfants. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Cette idée du collège unique, effectivement, Claude, est une aberration. Là encore, permettez-moi de vous donner une petite référence concrète. À Bordeaux, le jour de la rentrée, je suis allé dans une école élémentaire, bien sûr, puisque c'est la relève de la ville, mais aussi dans un collège où on a expérimenté des méthodes.
de participation active des jeunes à leur système pédagogique. C'est un collège qui s'appelle le collège Clistène. Là aussi, les parents sont impliqués, les enfants sont suivis par petits groupes, leur parcours est individualisé, on prend des mesures correctives lorsque ça ne marche pas, et le résultat à la clé, c'est que ça marche bien, naturellement. Donc, individualiser les parcours des enfants. Et puis enfin, troisième piste, et là aussi, mon expérience bordelaise me sert beaucoup, la révolution pédagogique par le numérique. Il y a là un outil pour la formation de nos jeunes dès les classes maternelles, et un élémentaire aussi tout à fait extraordinaire. J'ai équipé chacune des classes élémentaires de Bordeaux de tableaux blancs interactifs numériques. Et après une période d'hésitation, ça a été un feu de paille, tout le monde en voulait. Et les enfants sont de plein pied dans ce monde du numérique, bien sûr, puisqu'ils sont nés dedans, ils sont plongés dedans. Maintenant, nous passons à un autre stade qui est la mise au point de tablettes pédagogiques individuelles, fabriquées d'ailleurs par une entreprise bordelaise, Stantum, dans le cadre d'un projet national, soutenu par le programme des investissements d'avenir. Et je pense que cela contribuera à cette révolution pédagogique. Voilà quelques pistes, il y en a beaucoup d'autres, pour remettre à plat notre système éducatif. Quatrième objectif, enfin, je ne voudrais pas être trop long, donc je laisserai de côté bien des questions. Il nous faut restaurer la confiance des Français dans l'État, l'État seul garant de nos libertés publiques et de la cohésion nationale. Et derrière ces mots, il y a évidemment des réalités concrètes. Les libertés publiques, c'est la démocratie, nous avons la chance de vivre dans un pays qui les respecte, mais c'est aussi la sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté concrète. La sécurité est bien la première des libertés. On a eu beaucoup de mal à faire accepter cette idée qui révulsait la gauche. Ils sont plus au point venu, enfin, sur le plan des principes. Mais là encore, et je ne vais pas redire ce qu'a dit Claude Guéant, on voit bien la différence caractérisée entre une politique, appelons-la de droite, de sécurité et une politique de gauche, entre Claude Guéant et Christine Taubira, hein, pour simplifier. Voilà. C'est pas la même chose. Et ça ne donne pas les mêmes résultats. D'un côté, ça donne la baisse de l'insécurité dans des proportions très importantes. J'ai vu des chiffres qui concernaient la Loire-Atlantique, là aussi, où ils étaient, je crois, très très positifs. De l'autre côté, ça conduit, qu'on le veuille ou pas, à une forme de laxisme et à une forme de relâchement. Il faudra renouer avec une politique de sécurité, une politique pénale efficace, démocratique, mais efficace, bien entendu. Cette sécurité, permettez-moi de faire une petite parenthèse, qui n'est pas une parenthèse banale ou subsidiaire, c'est que nous avons aussi à l'assurer vis-à-vis des défis extérieurs, vis-à-vis des défis du terrorisme, qui est pour tous ceux qui assurent la sécurité des Français un souci de plus en plus prenant. Et je le dis ici, aussi bien sur le plan extérieur que sur le plan intérieur, le djihadisme, voilà l'ennemi. Et il faut que nous nous mobilisions aussi contre cet ennemi. L'État garant aussi de la cohésion nationale. J'ai écrit dans le livre que je vous ai montré tout à l'heure, les 12 travaux de l'opposition, le chapitre qui s'intitule « L'identité heureuse ». Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? C'est que les Français aujourd'hui s'interrogent sur le devenir de leur pays. Quelle France allons-nous transmettre à nos enfants? Est-ce qu'elle ressemblera à celle que nous avons reçue de nos parents? Est-ce qu'elle n'est pas en train de perdre son âme? Est-ce que nous ne sommes pas submergés par des flux migratoires que nous sommes incapables de maîtriser? Et vous savez que c'est le terreau de la propagande du Front National. Il faut que nous abordions ces questions, nous, avec le sens des responsabilités. Nous devons avoir une politique de l'immigration claire, lutte sans désemparer contre l'immigration clandestine, tant au niveau français qu'au niveau européen, encadrement de l'immigration économique, comme d'autres pays le font, encadrement du regroupement familial, réforme du droit d'asile, mise en œuvre des décisions lorsqu'elles sont prises sur le papier, les fameuses obligations de quitter le territoire qui malheureusement restent théoriques. Bref, il y a toute une politique d'immigration républicaine à remettre en place, parallèlement à une politique d'intégration. Parce que l'immigration zéro, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge que le Front National distille? Je crois que cette déclaration, c'est Charles Pasqua qui l'a fait le premier, un de vos illustres prédécesseurs, au ministère de l'Intérieur, dans le gouvernement de Jacques Chirac. Bien sûr que non, que l'immigration zéro, ça n'existe pas, et que ce n'est même pas souhaitable, et que nous avons besoin
d'abord d'être ouvert aux étudiants étrangers, et ensuite, parfois, de compléter nos besoins de main-d'œuvre malgré les difficultés du chômage. Et cela dépend évidemment de la situation économique générale. Donc, il faut que ces nouveaux arrivants, nous soyons capables de les intégrer, d'où la réforme de notre système éducatif que j'ai évoquée tout à l'heure. Et c'est un grand défi. Je citerai ici Olivier Guichard. Une société unie n'est pas une société sans différence, mais c'est une société sans frontières intérieures. C'est une belle phrase. Il faut justement que nous garantissions cette égalité des chances, cette lutte contre les discriminations qui sont autant de frontières intérieures. Voilà quelques-uns des objectifs qui sont devant nous, des réformes que nous allons avoir à engager. La liste n'est pas exhaustive. Je pourrais parler de la réforme territoriale. Moi, je suis depuis très longtemps favorable à un double niveau d'administration. Intercommunal, communal, en rapprochant les choses. Je suis en train de métropoliser la communauté urbaine de Bordeaux. Et puis un rapprochement entre la région et le département, comme nous l'avions fort opportunément engagé avec la création du conseiller territorial. Et donc les orientations actuelles ne sont pas mauvaises, mais c'est encore une fois l'exemple d'une réforme aux bonnes intentions qui est totalement vidée de sa substance et de son efficacité par l'amateurisme du gouvernement. On ne sait pas aujourd'hui, au mois de septembre, quand on votera pour les élections cantonales et les élections régionales. C'est tantôt à l'automne 2015, tantôt au printemps 2015. On ne sait pas encore si le découpage des régions est définitif, puisqu'il n'y a eu qu'une première lecture à l'Assemblée nationale. Voilà, je sais que ça vous pose quelques problèmes ici, en Loire-Atlantique. Oui, bon, breton, pas breton, enfin je ne vais pas m'immiscer dans ce débat. Quant à l'Aquitaine, le Limousin tout d'un coup arrive comme ça, parce que sur le coin d'une table, il fallait bien le caser quelque part. Voilà comment on gâche de bonnes réformes. Donc il faudra que là aussi nous reprenions tout cela pour y mettre de la cohérence et pas de l'improvisation, du professionnalisme et pas de l'amateurisme. Je ne parle pas de la situation internationale parce que le temps ici est limité, mais bien entendu aussi, il nous faudra annoncer très clairement nos intentions dans ce domaine. Je vais terminer en m'adressant à vous, les jeunes populaires, et au-delà des jeunes populaires, aux jeunes de France. Dans tout cela, quel sera votre rôle? Eh bien, je le dis, non pas par démagogie ou pour vous flatter, votre rôle sera central. En vérité, tout va dépendre de vous. Parce que vous avez le temps, vous aidez un an moins, parce que, surtout, je l'espère, en tout cas, vous n'êtes pas prisonnier des idées reçues. Pas prisonnier d'une première idée reçue selon laquelle la France serait condamnée au déclin. Ne croyez pas cette affirmation qui circule en permanence dans la presse ou dans la prose des économistes. Battez-vous contre cette morosité ambiante, soyez des propagateurs de confiance, je dirais presque des virus d'optimisme. Chaque fois que j'ai le bonheur de m'exprimer devant des groupes de jeunes, des étudiants ou pas des étudiants, ou des jeunes qui travaillent, je suis toujours frappé par leur rire, leur sourire, leur confiance dans l'avenir, encore heureux qu'il l'est. La France, vous le savez bien, est un pays magnifique. Si vous ne le savez pas, allez voir ailleurs et vous ferez la différence. La France a tous les atouts pour se redresser. Je ne vais pas les lister ici, une démographie positive, une épargne abondante, des infrastructures de très grande qualité, une attractivité touristique qui est la première du monde, un système universitaire qui a de graves défauts mais qui a aussi des points d'excellence, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et je pourrais allonger la liste de très grandes entreprises à vocation mondiale. Il y a plus de grandes entreprises dans les 100 premières entreprises mondiales, plus de grandes entreprises françaises que de grandes entreprises allemandes et que de grandes entreprises britanniques. C'est une force aussi. M. Valls n'a pas été jusqu'à dire « grandes entreprises, je vous aime ». En France, on n'aime que les petites. On a raison. C'est essentiel. C'est elles qui créent le maximum d'emplois. Mais avoir de grandes entreprises, de grands fleurons technologiques, c'est aussi une force. Bref, la France a beaucoup d'atouts. Elle est aujourd'hui la 5e puissance économique du monde. M. Hollande s'est engagé à faire en sorte qu'elle le demeure. Je pense qu'un autre président de la République serait plus crédible pour atteindre cet objectif. En tout cas, soyez convaincus des atouts de la France et dites-le autour de vous. Et puis la 10e idée reçue, c'est que la croissance en Europe, c'est fini. Que nous sommes un vieux continent, un peu fatigué, un peu épuisé, qui n'a plus que pour l'Asie ou pour l'Amérique, demain sans doute pour l'Afrique, j'espère aussi, bien sûr.
Méfions-nous de ces prévisions de spécialistes qui, heureusement, ne sont pas tous d'accord entre eux. Soyez des têtes chercheuses de l'innovation et des innovations de toute nature. Innovation technique et scientifique, innovation managériale et entrepreneuriale dans la façon de gérer nos entreprises, innovation sociale et sociétale aussi. Le salut, il est là. La création de richesses et d'emplois demain, elle est dans l'innovation. À tous les niveaux. D'abord au niveau national ou européen. Parmi l'une des excellentes choses que nous avons faites sous le quinquennat précédent, permettez-moi de citer le grand emprunt. J'ai eu la chance de le porter sur les fonds baptismaux avec Michel Rocard. Quelle était l'idée? On va emprunter 35 milliards, non pas pour faire bouillir la marmite quotidienne et pour boucher les trous, mais pour financer un plan d'investissement tout entier consacré à la recherche, à l'innovation, aux nouvelles technologies. Et ceci est une réussite. Je crois qu'on peut le dire. D'ailleurs, l'actuel gouvernement a rajouté une dizaine de milliards à ce premier plan. Les premiers crédits arrivent aux universités, aux laboratoires de recherche, aux entreprises innovantes, aux PME innovantes, dans toutes les disciplines d'avenir, les biotechnologies, les nanotechnologies. Il faudrait que l'Europe bâtisse un programme des investissements d'avenir aussi ambitieux pour soutenir la croissance. L'innovation, elle vient aussi du terrain. Des multiples innovations dont nos concitoyens sont porteurs. J'avais à Bordeaux un bidule que j'appelais le CODES, le Conseil de développement économique et social, municipal, calé un peu sur le modèle des conseils économiques et sociaux régionaux. Eh bien, je vais le transformer et je vais appeler ça le FIB. Je vous en donne la primeur aujourd'hui, ça sera le Forum des innovations bordelaises. Je veux le charger de détecter systématiquement toutes les innovations qui émergent de la base et qui sont extrêmement nombreuses. Je ne sais pas si vous connaissez un écrivain qui s'appelle Alexandre Jardin. Il a eu cette idée de s'adresser justement à tous ceux qui ont des idées. Et pas simplement des idées, mais des projets. Il appelle ça non pas des think tanks, vous savez, des tanks où on pense, mais des do tanks, c'est-à-dire des tanks où on fait. Faire des choses concrètes, parfois toutes simples, et qui ensuite, si on les généralise, voilà, je vais faire ça. Ça s'appelle les zèbres au niveau national. Et bien à Bordeaux, on aura des zèbres. Et puis, l'innovation, elle vient aussi d'ailleurs. Je vous ai dit tout à l'heure, allez voir ailleurs pour savoir ce que la France vous offre. Je suis sérieux en disant cela. J'ai dénoncé cette vision de la France barricadée que nous propose le Front National et qui serait un terrible contresens historique. Parfois, vous vous demandez s'il faut quitter la France pour réussir ailleurs, pour tenter votre chance et votre vie sur des terres plus dynamiques. Eh bien, n'ayez pas peur. Allez-y. Allez voir. Il y a plein de choses à découvrir dans le vaste monde. À une condition, c'est de revenir chez vous, sur votre terre, parce qu'on y est bien, pour faire profiter votre pays de votre expérience et de votre confiance. Soyez des vecteurs de confiance. Ayez confiance en vous. Vous êtes des types bien. Des filles bien, pardon. Des filles et des garçons. Ah oui, mais je n'avais pas oublié. Peut-être pas. Ayez confiance dans l'avenir. Parce que ce mythe de l'âge d'or, tout était mieux avant, on en parlait tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est un mythe. Hein. Il y a eu aussi des périodes bien difficiles dans le passé, et l'avenir, il ne faut pas le craindre. Ayez confiance dans la France. Ce matin, j'écoutais à la radio une émission où il y avait Clara Guémard, qui est la patronne française de General Electric, et elle rendait compte d'une étude faite par l'Institut Montaigne qui s'appelle « La confiance, bordel ». Voilà. Et on de la confiance. Je ne serai pas plus grossier que cela. Pour terminer, je vous dirais tout simplement qu'à La Rochelle, on a crié « Vive la gauche ». Eh bien, j'aimerais qu'à la Baule, on proclame « Vive la France ». Voilà, c'était donc le discours prononcé par Alain Juppé hier, en fin d'après-midi, Roland, à ce campus UMP de la Baule. Je vous rappelle que vous avez pu suivre en direct, notamment le discours de François Fillon en cette fin de matinée, depuis le campus UMP de la Baule. Dans les propos tenus en fin d'après-midi hier par Alain Juppé, qu'avez-vous retenu pour l'essentiel, Roland ? Ben écoutez, pour ceux qui ont vu avant le discours de François Fillon, c'est un changement d'univers. On a là quelqu'un qui ne nous parle plus de la droite, ni même de l'opposition, mais qui nous parle chaque fois de la droite et du centre. Et qui entend absolument imposer par sa candidature un rassemblement, qui veut empêcher que la droite et le centre aient plusieurs candidats au premier tour de la présidentielle, mais au contraire les incarner
tous ensemble. Et tout dans son programme aussi est modéré, pesé. Il a dit qu'il n'était pas pour les ruptures intempestives, mais pour les réformes prudentes. Voilà, tout l'arsenal de la droite modérée et du centrisme français sont là. Et je ne suis pas pour les ruptures tonitruantes. Voilà cette phrase. Ruptures tonitruantes. Voilà. Qui en dit long sur son positionnement au sein de sa formation politique. C'est vraiment l'approche modérée, rassembleuse et pas loin d'être centriste. Et puis il a cogné contre le Front National comme personne dans les autres orateurs de ces universités. Il est, lui, clairement au sein d'une droite et d'un centre républicain qui entendent rompre à la fois avec toutes les valeurs du Front National et aussi avec le programme du Front National dont c'est pas si fréquent. Il nous a rappelé les conséquences économiques qui pourraient s'en suivre. Donc voilà, on est vraiment dans l'arsenal alors que François Fillon a droitisé sa position traditionnelle pour se situer plus près de l'axe militant. Lui, Alain Juppé, fait le contraire. Il sait qu'il n'est pas candidat à la tête de l'UMP, donc il ne risque rien là, mais il vise l'ensemble de l'opinion publique dont il pense que c'est cette position modérée qui peut faire gagner la prochaine présidentielle, et donc lui-même. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que Alain Juppé vous paraît un candidat crédible pour la primaire de l'UMP, crédible pour la présidentielle de 2017? Pour le moment, plus que crédible. Disons qu'il fait la course en tête. Le sondage du Figaro qu'il a lui-même gentiment évoqué lui donne les 2/3 des Français au second tour contre une Marine Le Pen. Et ça veut dire qu'il est aussi l'homme qui, pour le moment, est le premier parti des starting blocks. Alors, Sarkozy, on ne sait pas ce qu'il va faire. Fillon est lui déjà candidat, et c'est pour le moment Alain Juppé qui fait la course en tête. Est-ce qu'il sera sur le podium à la fin? Alors là, ça dépend justement de la stratégie des uns et des autres et de la capacité de Juppé de se maintenir dans cette position. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce campus UMP qui se tenait à la Baule hier, qui continue de se tenir à la Baule cet après-midi. On va passer, si vous le voulez bien, Roland, à un tout autre interlocuteur, tout autre responsable politique, Marine Le Pen. Ça sera sur notre antenne à partir de 15h, puisque la présidente du Front National va s'exprimer devant les jeunes de son parti qui sont réunis à Fréjus en université d'été. Donc je vous propose, Roland Quérol, qu'on se retrouve tout simplement à 15h en direct sur notre antenne pour suivre ce discours de la présidente du Front National, Marine Le Pen. À tout à l'heure sur les chaînes parlementaires.